Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time, and that's what we're going to do. Okay, baby, let's go! We're going to have a good time. Que de un, si quelqu'un qui sait pas ce que je fais, qui apprend sommairement ce que je fais, a l'impression que je suis comme fuck les médias traditionnels, puis fuck la culture institutionnelle. C'est pas ça, genre. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui a juste vu comme un ou deux de mes vidéos, qui s'est fait raconter un ou deux de mes vidéos, peut peut-être penser ça, puis là, veut pas, ben. Mais tu sais, je comprends que Sophie Lorrain, sa job, la chose qui lui permet d'exister, c'est de créer des drames télévisés qui demandent beaucoup de capitalisation, puis qui sont du high drama, genre. Tu peux passer le micro un peu, on est sûr. Alors, tu connais même? Oui, pas de souci. Mais tu sais, alors, tu sais, je la comprends dès que quelqu'un parle de ce qui commence à prendre la place des médias traditionnels, des médias institutionnels, elle comme... Je la comprends, ça, puis je peux comprendre encore une fois, à pas savoir ce que je suis, juste de façon très sommaire, penser que je suis comme là pour lui rentrer dedans. C'est pas du tout ça, tu sais. J'adore la télé, le high drama, c'est super bon, je pense qu'on devrait en faire plus, c'est juste... faut reconnaître qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se faire aussi, puis les paradigmes changent, puis à l'intérieur de ça, il faut que tout le monde... Mais c'est bon, j'aime ça quand il y a des espèces... Parce qu'ils sont... Tu sais, c'est une bulle. Quand t'es assis à cet endroit-là, les gens qui sont autour de la table, souvent, ils évoluent dans le même environnement médiatique qui consomment tout. Fait que quand t'arrives là, t'es comme un alien, t'es comme un virus qui sont comme... Puis ils comprennent pas. C'est ça, ouais. Alors ils analysent, puis ça, c'est quoi... Puis en passant, je veux dire, là, elle a été super correcte. Mais tu sais, je l'ai réalisé après, plus tard dans le segment, il parlait d'un livre qui avait été écrit. Puis l'auteur du livre est là, puis ils sont en train de livrer une critique qui est corsée, mais honnête. Ouais. J'apprécie ça parce que c'est important. Là. C'est bien beau se lancer des fleurs, mais à un moment donné, il faut qu'on se jase aussi pour de vrai. Là. Puis je dirais, moi j'ai trouvé ça très, très correct ce qu'elle a fait. Mais justement, on parlait, tu étais au gala des influenceurs. C'est quoi le gala Influence Création? Influence Création, oui. Puis je pense que toute ta démarche aussi dans les derniers mois avec comme critiquer les médias puis dire on est là pour vous remplacer. Puis moi j'ai commenté ton post et je soutiens le post que tu as fait sur comment il s'appelle, Jean-Sébastien Girard. Ouais. Comme je suis pas en train de dire que je pense qu'on est là pour remplacer. Mais puis t'es en train de dire que t'aimes pas Jean-Sébastien Girard. Non, pas. Puis à vrai dire, tu sais, je me sens mal parce que c'est tombé sur lui, mais il est pas le seul à avoir exprimé ce genre de choses-là. Et puis j'ai l'impression que tu sais la façon qu'il l'a exprimé, ce qu'il voulait dire, c'était peut-être pas si désaligné que ça que ce que moi je lui ai répondu, dans le sens que il y a une interprétation entièrement légitime de son commentaire qui est de dire oui, la culture est en train de perdre la jeunesse parce que nous, ils nous connaissent pas, et puis nous, on est en train de penser. Il y a certainement une façon d'interpréter ça pour dire, reconnaître que c'est pas les institutions qui sont l'entièreté de la culture aussi. Puis je sais pas c'était quoi son intention moi, c'est ça exacte. Que j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que tout le discours dans les médias vient à blâmer les jeunes au lieu de blâmer les institutions. Je pense que c'est ça. On perd des générations. Ils parlent souvent, je trouve qu'on a tendance à mettre le burden sur... les gens qui leurs habitudes de consommation au lieu d'aller analyser de où vient ce phénomène à la base. On fait de la culture, c'est supposé appartenir à tout le monde, c'est supposé être pour tout le monde, puis c'est supposé refléter ce que les gens veulent, puis après ça, on blâme les gens pour pas vouloir ce qu'on fait pour eux. T'sais, ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis surtout avec l'écosystème médiatique qu'on a ici qui dépend complètement ou en grande partie de fonds publics. Là. C'est comme de quoi qu'on s'est doté. Fait qu'il y a encore plus un droit de critique, je trouve, sur qu'est-ce qui se produit, puis tout l'argent qui est investi dans ces compagnies de production qui ont des centaines d'employés, puis qui, quand tu vas dans l'influence concrète qu'ils ont dans la société, tu sais, j'écoutais une podcast que Martin Matt a fait récemment, il fait pas souvent des podcasts, puis lui, c'est comme c'est rare que le monde culturel québécois essaye des choses nouvelles, puis il a essayé de faire un talk show à Québécois, à TVA l'année passée. Ça a pas fonctionné, puis il a dit ça dans le podcast, quand ça fonctionnait pas, il lui disait comme pour rejoindre plus de codes d'écoute, il faut qu'on aille chercher plus les 70 ans et plus. C'est ça qu'il y avait dans leur meeting de writing room. C'est lui qui a dit ça, puis je suis comme wow, c'est juste complètement surrender, complètement abandonné. Comme il n'y a aucune façon d'atteindre, puis c'est ancré profondément comme dans ces institutions-là. Fait que ça prend justement du monde qui vont arriver pour choquer, puis comme ouais, je vous remplace avec mes TikTok de vulgarisation citoyenne, puis c'est ça qui arrive. Puis je pense que c'est la bonne démarche, comme parce que c'est ça qui attire les gens aussi sur Internet. Fait que c'est comme jouer avec ça. Peut-être
tu l'as pas fait consciemment, comme. Ouais, peut-être. Je veux dire, je comprends que ça. Encore une fois, je comprends que quelqu'un pourrait certainement interpréter cette façon-là, mais moi, mon bout, je suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je constate. Tu vas les grands remplacer. C'est un symptôme. La place que je prends sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est un symptôme d'un problème plus général. Je suis d'accord. Je n'en suis certainement pas la cause. Voyons donc, je suis juste un dude qui se parle dans son téléphone de même. Je peux venir pas. J'en suis pas la cause, c'est un symptôme. Et puis, une des choses qui me choque, c'est souvent la confiance que les gens n'ont pas envers les institutions, sont prêts à me la donner, mais puis, je suis encore moins digne de cette confiance-là, au sens, moi, je suis juste un dude tout seul. Mais c'est éphémère, c'est parce qu'ils sont prêts à te l'enlever aussi rapidement. Sur Internet, il y a comme une fickleness. C'est sûr. Ça s'agit que je fasse une niaiserie, puis je vais toute la perdre, puis j'en suis super conscient aussi, mais je veux dire, ça va faire des hosties de dommages pendant un bout de cette niaiserie-là. Pareil, tu sais. Faut juste penser le discours que les vaccins causent l'autisme. C'est une personne à un moment donné qui a dit cette niaiserie-là, puis c'est parti en feu, puis ça existe encore dans l'attention médiatique. Il y a un candidat à la présidentielle américaine, Robert Kennedy Jr., lui, je sais pas si tu as écouté un peu comme son discours en long format, c'est comme son discours sur la vaccination est quand même thorough, il est pas juste comme un dude qui a dit ça. Après, je veux pas prétendre que j'ai une expertise en pharmacologie ou en vaccin, mais comme si je pense que c'est émouvant ça, justement, les caricatures à faire comme en fait, c'est tout ça. Moi, j'évalue genre en plusieurs facettes tout le désengagement médiatique puis la perte de confiance. Puis il y a plein d'endroits où est-ce que c'est arrivé. Puis la COVID, c'en est un gros, comme comment l'environnement médiatique a dealé avec ça. Puis moi, j'étais sur YouTube, j'en ai contribué des fois. Tu sais, je pense qu'en 2021, moi, j'étais déjà comme plus sur on va rire des gens qui sont contre les masques, puisque les masques, je trouvais ça dérisoire, genre être contre ça comme si c'était la fin du monde. Mais après, quand il est venu question du passeport vaccinal, comme moi, j'ai dit sur Twitter, j'étais contre ça. Il y a plein de gens de ma communauté qui étaient fâchés, mais j'étais comme, je pense pas que c'est un bon précédent comme dans la société. C'est comme avoir ce genre d'outils qu'on peut déployer aussi rapidement. Comme... Ouais, tu vois, moi, j'ai eu quelque chose de bien similaire. À un moment donné, j'ai fait une vidéo où j'ai été très critique de l'idée de la vaccination obligatoire. Quand le gouvernement a commencé à parler d'avoir un ticket modérateur, essentiellement une taxe pour ceux qui sont pas vaccinés, ben là, j'ai dit, OK, là, on est en train d'imposer une amende pour ne pas être vacciné. Donc, on dit que le vaccin est obligatoire. Puis ça, pour moi, c'est une ligne rouge. Puis, quelques jours plus tard, le gouvernement a reculé. Mais c'est une ligne rouge aussi pour ton boy, comment il s'appelle? Joel Lightbound. Il était pas le seul, il y en avait beaucoup d'autres aussi. Ça, c'était une des meilleures sorties de toute la pandémie. J'ai adoré sa conférence de presse. Je l'ai même joué sur ses premières à la fin de l'année parce qu'on n'en parlait plus, mais je fais comme yo, genre, vous vous rappelez que Joel Lightbound a dit ça comme c'est un député, tu sais. Je me demande, est-ce que t'as-tu un scoop? Est-ce qu'il va se présenter à la chefferie du PLQ, genre? On peut demander à Joel Lightbound. Mais là... Ben, écoute, je le connais depuis longtemps, c'est un ami, mais quand on chill ensemble, là, toi, quand tu chill avec tes amis, t'es pas en train de parler de leur job, là. Littéralement, c'est juste ça que je fais. Bon, ben... J'ai un ami, il est ingénieur à la... Puis je lui demande tous les jours qu'est-ce qu'il fait, puis il est comme... Ouais, non, en fait, puis je suis comme, OK, ben, comme, moi, j'ai comme, il travaille 4 jours par semaine, il est pas capable de me résumer qu'est-ce qu'il fait. Okay, bon, puis là, on parle de comme des masses salariales, puis comme des déficits dans les compagnies de transport, puis je suis comme, OK, ben, on pourrait enlever ta job. Ben, je veux dire, je veux pas parler de ton ami en particulier, mais tu sais, moi, quand je chill avec mes amis, je veux pas parler de ma job, là. Je veux dire, je veux décompresser et parler d'autres choses. OK, mais là, on a commencé quick, là, mais on est à Fait divers. Bonjour tout le monde, la meilleure podcast au Québec. On est avec l'influenceur, t'aimes pas ce mot-là, mais on va le dire parce que la presse t'a appelé de même. Bon, ouais. Avocat, ingénieur, étudiant en philosophie, vulgarisateur d'enjeux reliés à l'État, la société civile, la société en général. Ouais, je précise toujours, je suis pas membre du barreau du Québec. Pas membre du barreau du Québec. Régulièrement des commentaires là-dessus, alors je ne suis pas membre du barreau du Québec, je suis avocat à New York, où j'ai eu ma pratique. Pause publicitaire. Cette saison de Fait divers vous est présentée par Promis. Qu'est-ce que c'est Promis? C'est une OBNL qui a comme mission de faciliter l'intégration des immigrants afin qu'ils puissent contribuer pleinement à la société québécoise. Ça fait plus de 35 ans qu'ils aident des personnes immigrantes à s'intégrer avec des cours de français, de l'aide à l'emploi, du soutien scolaire. C'est un accompagnement bienveillant avec des services personnalisés. L'équipe d'experts multidisciplinaires de Promis parle plus de 15 langues. Puis je pense que ça représente bien l'approche personnalisée de Promis dans aider les personnes immigrantes à bien s'intégrer à la société québécoise.
comme vous savez, cette chaîne YouTube, on a touché ces thématiques longtemps, depuis des années. Fait que quand on a vu l'opportunité qu'ils puissent présenter cette saison de Faits divers, ben le match était parfait. Donc, tous leurs services sont disponibles sur leur site internet qui est dans la description de cette vidéo. Donc, merci à Promis de présenter cette saison de Faits divers. Puis si vous connaissez des personnes immigrantes, des personnes qui veulent immigrer, des personnes qui sont arrivées, qui ont de la misère à trouver du soutien en francisation, des services, de l'aide, ben contactez Promis. Bon épisode, bon reste d'écoute. Puis j'ai fait de la recherche, j'ai vu, c'est parce que tu as été recruté par comme une grosse firme de droit à New York, tu as travaillé là-bas longtemps. Qu'est-ce qui est quand même drôle, parce que quand je regarde tes vidéos, souvent, j'essaie de... Tu sais, je sais que t'aimes pas ça quand les gens ils disent que t'es neutre, parce que toi-même t'admets que t'as des billets, mais ta démarche, elle s'assimile à de la... Tu sais, j'ai fait ça sur YouTube aussi, tu vas expliquer ton raisonnement au complet, puis tu vas même prendre en considération les points de l'autre côté de ton raisonnement, tu vas les nommer. Qu'est-ce qui est une bonne façon de faire sentir aux gens qui sont pas d'accord avec toi que tu les comprends, c'est nommer leur position puis leur raisonnement à eux. Pour ensuite passer ton opinion. Fait que tu t'inscris pas dans une neutralité, selon toi. Mais on te met souvent cette fiche neutre sur tes... Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, merci de présenter neutre » ou une fois de temps en temps, ils vont dire « Ah, ben là, tu sais, on voit ton billet. » Ben, je me cache pas, là. T'es un gauchiste néo-marxiste. Sortez les guillotines demain matin. Non, mais tu sais, ça me fait rire parce que récemment, sur Twitter, il y a comme 2-3 personnes qui ont comme découvert... C'est ta vidéo sur les prêts islamiques. Ah, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Désolé. Non, mais tu sais, ils ont récemment découvert, j'ai fait une vidéo où j'étais critique d'une série de propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Puis là, il y a plein de gens qui en sont fouillés, ils ont découvert que j'ai fait des dons au Parti libéral du Québec pendant le passé, mais c'est comme si je le cachais, comme si c'était comme l'affaire la plus publique. Ben, c'est ça, de un, les dons, je les ai faits publiquement. C'est pas comme si c'est pas le bureau d'investigation, c'est pas la FBI qui a trouvé ça. Là. Vous allez sur le DGE, vous tapez mon nom, vous le trouvez. Genre, c'est pas difficile. Je m'en cache pas. J'en ai parlé publiquement dans le passé que j'ai été directeur de campagne pour Joël Lightbound au Parti libéral du Canada. Attends qu'ils découvrent justement que je veux dire, tant qu'à y être, moi, à vrai dire, je te donne un scoop tout de suite. Il y a des photos qui existent sur mon profil Facebook à moi, que j'ai moi-même mis sur Internet. Avec Klaus Schwab? Habillé en soldat britannique, parce que ma job, quand j'étais au cégep, c'était de faire de la reconstitution historique, genre. Oh my God. Alors ça, ils vont les trouver dans 2-3 avril de maintenant. Je dis ça, là, vous allez les trouver, vous allez les partager à tout le monde va trouver ça bien, bien drôle. Vous allez dire, regardez, c'est la preuve que c'est un vendu. Puis c'est pas plus grave que ça. Là. Non, mais c'est parce que la vraie preuve qu'il faut qu'on trouve, c'est que t'es vraiment un psyop du Parti communiste chinois. Mais moi, ce que j'aime, c'est à un moment donné, genre, il y a eu comme une théorie qui s'est développée sur ma page Facebook, comme de quoi j'étais un deep plant des souverainistes, mais genre, hyper, même genre, ceux qui sont plus souverainistes que le PQ, là, que j'étais comme un agent double des radicaux violents felkistes parce que j'étais comme de l'opposition contrôlée. J'ai trouvé bien drôle aussi. Ben, moi, je suis quand même d'accord. Là. Moi, je pense que c'est un plug du World Economic Forum. C'est comme t'es l'expression parfaite de ce citoyen néolibéral du 21e siècle qui parcourt le monde pour parfaire ses connaissances. Je m'assume. C'est comme, t'es littéralement... Non, mais j'étais un college liberal, woke. J'étais allé travailler à New York pour Wall Street, puis maintenant, j'étais à Londres. Littéralement. Mais ça, c'est intéressant quand même. T'as comme travaillé dans ces espèces d'environnement full corporate, full les acquisitions, les mergers. C'est ça que tu faisais un peu. Je faisais du mergers and acquisitions, du M&A. Je faisais de la réglementation des valeurs mobilières. Ça, c'est une façon francophone de dire le securities regulation. Et puis, je faisais des fonds privés. J'ai une question comme quand même juste qui me vient en tête. Est-ce que, à quel point ces milieux-là, quand tu étais là-bas, t'es arrivé là-bas quand? 2017. 2017, fait qu'on est presque 10 ans après genre le crash de 2008. Ouais. À quel point il y avait comme encore est-ce que mettons tout le monde a vu le film, beaucoup de monde ont vu le film Big Short, puis genre comment c'était complètement comme débuzzant. Tu sais, je check ce film, j'ai checké plusieurs fois comme à quel point ça a aucun sens, genre créer des espèces d'entités comment on appelle des sécurités, non, c'est genre des produits financiers qui veulent absolument rien dire juste pour comme enrichir encore plus ces gens. À quel point l'impact de ce moment-là de l'histoire, tu le sentais quand tu étais dans ces milieux-là? Est-ce qu'on bouge différemment? Est-ce qu'il y a des discussions? Quel regard, toi, tu portes là-dessus? Il y a beaucoup de lois qui ont changé après 2008, après le crash. Il faut quand même le reconnaître. Là. Il y avait beaucoup d'absence de réglementation des banques aux États-Unis. D'ailleurs, ça, c'est une grosse différence entre les États-Unis et le Canada. La réglementation du secteur financier au Canada est très, très robuste comparé aux États-Unis. Ce qui est peut-être pour ça qu'il y a tellement d'argent à faire aux États-Unis. C'est un peu plus le Wild West. Mais même là, après 2008, il y a eu beaucoup de lois qui ont été changées. Il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été ajoutées. Puis, sincèrement, peut-être 80% de ma job, c'était
les lois qui ont été créées depuis 2008. Ah, OK, tant que ça. Ouais, 2008, ça a été énorme comme bouleversement du monde financier. Puis moi, j'étais en droit, là. J'étais pas un investment banker, là. J'étais un avocat. Alors, ça a été un gros changement. Et puis, il y avait vraiment, je pense, tu pouvais voir ceux qui avaient été là avant 2008 puis ceux qui sont rentrés dans l'industrie après 2008. C'est totale différence d'attitude. Ceux qui étaient là avant 2008, c'est des survivors. Là. C'est des gens qui ont survécu à un moment donné, je veux dire, il y a des... Bon, c'était pire dans les banques, mais il y a des firmes, parce que les firmes d'avocats, ils travaillent pour les banques, c'est ça exactement, qu'ils ont slacké genre la moitié de leurs avocats à un moment donné, ou plus encore, puis il y a plein de gens qui sont partis à la retraite tôt parce qu'il y avait juste plus de job. Eux, ils ont vécu la famine. Et puis, en 2017, c'était encore la belle période des taux d'intérêt à quasiment zéro. C'était le casino ouvert. Alors, ils ont comme... Moi, je suis rentré dans une période riche de vaches grasses. Et puis... Tous ceux qui n'avaient pas vécu l'espèce de traversée du désert de 2008, ils se faisaient regarder un peu de haut par ceux qui l'avaient vécu en disant, toi, tu connais pas c'est quoi les années difficiles. C'est comme la guerre, c'était des vétérans. Et puis c'est intéressant parce que là, ce qui se passe maintenant, moi, je suis parti il y a un an parce que je le sentais venir, puis je me disais, il faudrait peut-être regarder qu'est-ce que je peux faire. Mais l'augmentation des taux d'intérêt a fermé le robinet beaucoup, puis là, il y a beaucoup de ces industries. C'est pas 2008, là, mais le bar ouvert est fermé. Puis là, t'as des espèces de méga... gros projet de... en fait, je sais pas, parce qu'il y a une théorie sur Internet de comme le système économique mondial a crash en 2008, il n'existe plus, puis maintenant c'est tout le monde chacun pour soi, puis acheter du Bitcoin, genre. J'embarque pas là-dedans. T'embarques pas là-dedans? Non, j'ai beaucoup d'amis qui sont très, très gros dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin en particulier. Je leur souhaite tout le meilleur. Ça me remplirait de joie qu'ils deviennent tous milliardaires, mais moi, je suis pas là-dedans. T'as aucun genre... J'ai quelques placements qui sont dans des compagnies liées dans l'application de la chaîne du blockchain dans d'autres façons, mais moi, je possède 0 Bitcoin, rien du genre. C'est ma préférence d'investissement. Je ne vois pas la valeur fondamentale à ces outils-là. Je veux dire, j'ai travaillé en finance pendant des années. Quelque chose qui n'a pas de valeur fondamentale. Ben, c'est ça, c'est de la spéculation. C'est correct, la spéculation. Là. Il y a des gens qui font des fortunes en spéculation, mais il y a bien des gens qui se pètent la tête en spéculation aussi. Puis, souvent, la distinction de l'investissement et de la spéculation, je pense que c'est important. Moi, la façon que je la conçois, c'est si tu achètes quelque chose et puis en l'achetant, ton espoir, c'est de le revendre plus cher plus tard, sans savoir si ça va arriver. En d'autres mots, quand tu achètes quelque chose, pose-toi la question, si je pouvais jamais revendre cette chose-là, est-ce que je l'achèterais? Est-ce que je l'achèterais à ce prix-là? Il n'a pas de innate value. C'est ça. Puis si la réponse c'est non, il faut que tu saches que tu es en train de faire de la spéculation. Essentiellement, tu es en train de faire du gambling un peu plus sophistiqué. C'est correct faire ça. Il n'y a pas de problème à faire ça, mais il faut que tu saches que c'est ça que tu fais. Puis si tu n'es pas quelqu'un d'hyper sophistiqué, tu es en train de te dire, moi, je vais être plus futé que les investment bankers. Ben, moi, je connais les investment bankers. Eux autres, ils ont des armées d'analystes, ils ont les meilleures intelligences artificielles au monde, puis ils payent des milliards de dollars par année pour être le plus près possible de la bourse, pour que leur fibre optique entre leur ordinateur puis celui du New York Stock Exchange soit le plus court possible, parce que 0.7 nanosecondes peut représenter des millions de dollars par année en avantage. Si tu penses que tu vas être plus smart qu'eux autres, vas-y, amuse-toi. Mais moi, je ne crois pas intelligent à ce point-là. Mais parce que j'ai un ami, c'est vraiment genre un Bitcoin maximaliste. Là. Lui, toutes les autres... J'en ai des amis de même aussi. Fois, je leur souhaite le meilleur. C'est mes amis, je veux leur bien, je veux qu'ils soient prospères. Moi, j'ai pas le goût pour ça. Puis je pense que lui, comment qu'il pitch, c'est accepter aussi la réalité que tout va s'effondrer. Puis genre, il faut que tu acceptes un gros scénario où est-ce que dans le monde, tout le monde va avoir besoin de Bitcoin comme éventuellement, vu qu'il y en a juste 21 millions qui vont être... OK, great, mais alors tu t'imagines un effondrement du système social, mais l'Internet va encore fonctionner, genre? Ouais, c'est ça que je dis tout le temps. Ouais, non, ça fait pas de sens. Ben... C'est pas impossible, ça se peut. Mais mettons que si ça arrive, moi, je miserais pas mal plus sur apprends à réparer ton vélo avant. Apprends à faire de l'agriculture. Apprends à faire de l'agriculture, c'est ça. Si c'est ça ton plan de valeur pour un avenir incertain,
je pense que t'as peut-être pas pensé à qu'est-ce qui va rester puis qu'est-ce qui restera pas. Tous les aspects de ce que tu viens de décrire, genre, ça va ressembler à quoi la société. Ouais. Mais là, on a bougé un peu, tu sais, c'était le gala d'influence création. Puis moi, j'ai quand même. Bon, ça, c'est fait divers. C'est bon. Moi, j'ai quand même des critiques sur ce gala parce que je trouve que. Puis toi, je pense que t'as été ambassadeur. Ambassadeur, ouais. Puis t'es dans l'académie, genre. Non, ambassadeur, ça veut juste dire que j'étais là pour remettre un prix. OK, parce Et que là, puis, ils ont ouais. défini cette nouvelle affaire d'académie 50 experts en réseaux sociaux. Ouais, j'en suis pas un. Ben c'est ça, mais moi, ma crainte, en fait, puis tu sais, comme moi, je veux le succès de j'adore la culture web, tout ce qui est numérique, comme c'est ma chaîne YouTube a documenté ce milieu-là comme il y a depuis longtemps. Puis C'est un peu le documentariste de cette affaire-là maintenant. Maintenant, ouais, mais avant, Ouais. c'était plus le commentateur, mais comme là, tu sais, je fais le commentaire, je fais la documentation, mais je trouve que ça reproduit les structures d'une industrie qu'on dénonce comme depuis des années, puis ça crée cette espèce d'affaire de clics de gens qui se donnent des prix. Quand je regarde les nominés des 2 dernières années, les gens qui sont impliqués, puis quand on regarde les ambassadeurs qui étaient l'année passée avec des figures très questionnables, je me dis comme comment on a décidé l'autorité de ça, genre. Puis je pense que c'est la nature que je pense que c'est comme à l'antithèse de l'essence de l'Internet, de cette espèce d'effort démocratique qu'on a cette compagnie de production / association qui s'est approprié cette autorité-là sans espèce de... Puis ça, c'est mon feeling. C'est pour ça que je suis pas allé les 2 dernières années. C'est comme genre, juste dans... Qu'est-ce que tu penses de ça? Que toi, t'as été là-bas, t'as vu Ouais. tu connais un peu plus les gens, t'as sûrement parlé avec l'organisation. Oui, je pense que la critique est parfaitement légitime. Qui leur a donné l'autorité? Ben, qui aurait l'autorité de donner l'autorité? C'est à un Le moment donné- public, parce que je pense qu'il y a aussi une image très forte. Ouais, mais qui parle pour le public? C'est ça l'affaire. C'est ultimement qui parle pour le public, c'est le public qui parle pour le public. Si le public embarque derrière ces choses-là, ben, ça devient comme une autorité qui s'auto-confère un peu. Mais à ça, je dirais, c'est juste la 2e édition. Si quelqu'un d'autre veut se faire son propre gala différent, go for it. Puis je vais y aller aussi. Je veux embarquer dans tout ça. Moi, je trouve que c'est super ce qui se fait. Puis le plus les gens s'organisent, éventuellement, on va créer une culture de gens qui s'organisent entre eux. Je suis d'accord que ce serait vraiment dommage que ça redevienne une nouvelle clique. Ça, je pense qu'il faut éviter Mais ça. parce que, ouais, ça, puis parce que je pense que aussi, l'affaire, ça c'est ma critique aussi sur les gens qui poursuivent, puis je m'inclus là-dedans. Il y a une espèce d'affaire, je pense que faire ce genre d'exercice de gala, ça c'est pour satisfaire les pires traits des gens qui font les choses sur Internet. C'est une espèce de dérive d'ego de genre comme oui, je veux de la reconnaissance. Puis je trouve que sur Internet, c'est une chose qu'on a beaucoup, surtout quand c'est beaucoup de reconnaissance. Puis oui, de la reconnaissance institutionnelle, c'est différent comme avoir une institution qui dit t'es bon. Mais je pense que la démarche est mal faite parce qu'au lieu de récompenser des gens, je pense qu'on devrait récompenser des pièces de contenu. Je pense que ça, c'est une affaire fondamentale. Ça serait vraiment bon. Mais Ben, là, on n'est pas en train juste de reculer les Oscars à la place. Ben, au pire. Mais je trouve que, genre, si on est comme, OK, parce que je comprends l'intérêt d'avoir une entité qui fait comme on va centraliser cette industrie culturelle puis donner comme des porte-étendards, des figures marquantes d'une année pour aussi l'historiser, la documenter, comme faire comme c'est ça qui a gagné Best Picture cette année-là, mettons les Oscars. Mais je pense que récompenser des gens, c'est aller aussi c'est ça, comme satisfaire la nature comme un peu égomaniaque des gens qui font de l'Internet. Puis je m'inclus là-dedans. Je pense qu'il y a des moments comme c'est la quête d'attention puis tout, t'es comme pris là-dedans, tu veux du feedback positif ou du feedback tout court. Fait que je pense que ça, c'est une idée que je lance dans l'univers, là, mais je peux. Après, moi, je fais juste talk shit sur Internet. Là, je pense pas que les Moi gens. aussi, hein, c'est correct. c'est ça. Non, mais les gens sont habitués, mais genre, je pense pas que je suis une autorité suprême, c'est juste mon feeling, puis après, on regarde qu'est-ce que les gens feel. Mais ouais, je pense que c'est. Fait que je me dis. Parce que aussi, l'Internet, c'est que ça attire plein de gens qui, justement, c'est des social climbers. Puis genre, je check des gens, puis je check les gens qui font ça. À part Antotran, qui a comme transformé comme son page TikTok en espèce de fil continu de publicité. Genre, je suis comme, c'est qui les gens qui font ça? Comme, est-ce qu'ils ont déjà fait de quoi sur Internet? Est-ce qu'ils ont déjà... Je sais pas, c'est mon regard de personne qui a œuvre dedans depuis maintenant 5 ans. Genre, j'arrive à mes 5 ans. En 2019, j'ai commencé YouTube. Fait que je suis comme, sceptique. Ouais, moi je me sens toujours un peu comme un outsider. Exact, parce que tu veux pas, moi tout mon... Ça fait 7 ans que je vis pas au Québec. Je viens souvent, je suis encore présent, j'ai de la famille, des amis ici que je visite, mais fondamentalement, j'habitais à New York quand j'ai commencé. Et puis maintenant, j'habite à T'avais-tu un Londres. VPN pour voir le For You page québécois? Non, zéro. Fait que, moi, j'arrive là, l'année passée, je connais personne. Parce que l'algo me montre absolument rien de tout ce monde-là. Ça fait que j'ai aucune idée qui ils sont. Et puis, maintenant, j'ai appris à les connaître, mais moi, j'ai appris à les connaître dans un contexte personnel. Parce que, là, moi, il y en a quelques-uns que les gens me disent ça ressemble à ça. Alors, je vais manuellement voir leur contenu. Je trouve ça super cool, je m'abonne. Mais l'algorithme ne le propose pas parce que géographiquement, je suis pas là. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir
un accès à ce monde-là qui est vraiment très, très différent du fait que j'ai pas la relation parasociale qui existe avant d'arriver. Je les connais pas, je les ai jamais vus. Alors, je peux apprendre à les connaître comme ils sont, dans un contexte évidemment super artificiel aussi, qui est un gala, mais ça change beaucoup mon appréciation de ce monde-là, nécessairement, je pense. Puis c'est drôle parce que moi, dans la démarche de comme commenter ce milieu-là, j'ai comme vraiment fait par exprès de développer uniquement une relation parasociale avec ce milieu-là, puis de pas les connaître comme personnellement parce que je veux garder comme ce détachement, puis voir l'expérience, mettons, du public, puis tout, voir moi, comme mon immersion dans ce monde-là, c'est à travers les commentaires, qu'est-ce que les gens disent sur, genre, j'adore les commentaires sur Internet, c'est comme ma partie préférée. Puis je fais que là, moi, c'est comme l'opposé de toi. Je les vois juste à travers de comment ils se projettent dans un écran. Puis ça fait partie aussi de comment je veux le voir. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça, pas avoir d'amis comme influenceurs. Tu sais, je rencontre du monde, les gens, tout le monde que j'ai rencontré dans les podcasts, c'était gentil. Là, je suis sûr que c'est des bonnes personnes. Mais je parle dans un aspect comme d'analyse culturelle. Mettons, j'aime ça comme me tenir avec un degré de distance d'eux. Fait que c'est pour ça que je pense que je peux. C'est très méta ton affaire, mais j'adore oui, ça. Mais c'est ça, ma chaîne YouTube, c'est ça. Genre. Puis, ouais, moi, je souhaite du succès, mais après, c'est comme ça, je pense que, tu sais aussi, parce que dans le monde, mettons, des médias traditionnels, médias d'héritage, j'aime mieux dire médias d'héritage, comme, il y a ce regard sur, est-ce que les galas, c'est encore de quoi d'important? Genre, tu sais, avec les Oscars, avec les Golden Globes dans les dernières années, il y avait tout ce discours dans les États-Unis sur, est-ce qu'on a encore besoin des galas? Puis là, on met un nouveau gala. Genre, c'est comme, est-ce que c'est vraiment comme en phase avec l'époque, genre, de faire ce genre de choses? Est-ce qu'on n'aurait pas faire comme une espèce... Ah là, c'est juste de l'idéalisme. Je sais pas, genre, faire quelque chose qui est comme plus que moi. Il y a des gens qui nous suivent chaque année, comment qu'on peut faire une expérience qui est le fun pour eux, puis qu'on se met tous ensemble. Pas une espèce de bye-bye, mais une espèce de quoi de le fun pour le public. Parce que tu sais, qu'est-ce que l'image parfaite? Leur stream était pas regardable pour la moitié des problèmes de son. Fait que là, t'es comme, OK, vous créez cet événement qui est pour récompenser les gens qui ont la plus grosse proximité avec le public, mais le public peut pas regarder. Fait que dans le fond, c'est pour qui cet événement? C'est pour les gens. Genre, c'est pour les créateurs. Tu comprends? C'est pas pour le public, genre, qui les... Fait que je sais pas. C'est juste des idées. Ouais, ben, je trouve ça intéressant, mais moi, ma comparaison, c'est, je reviens toujours au précédent où quand la télé a commencé. Si on regarde les tout débuts de la télé, il était juste en train de transposer les codes de la radio devant une caméra. Peut-être que ce qu'on est en train de faire avec en commençant de même, après ça, la télé a développé ses propres façons de faire, ses propres codes. Éventuellement, quelqu'un a réalisé, tu peux mettre une photo dans le coin puis montrer ce qui se passe pendant que tu as quelqu'un qui en parle. Tu n'es pas obligé juste d'avoir quelqu'un qui est en train de lire les nouvelles. Tu peux avoir quelque chose de plus dynamique. Tu peux avoir quelqu'un qui est debout devant un écran. Alors, ce qu'on est en train de voir, je pense, c'est les tout débuts de ça, où on commence avec ce qu'on connaît, qui sont les codes de la télé. Puis on est en train de commencer à les transposer au monde des médias sociaux. Est-ce que ça va encore être ça dans 5 ans? Probablement pas, mais il faut commencer à quelque part. Et puis, comment ça va se développer? Ultimement, ça va être de l'expérimentation, ça va être beaucoup de trial and error, ça va être des gens qui vont se planter, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose que le public aime, qui accroche, puis le seul arbitre ultime, c'est le public. Ça va être eux qui vont décider. Si le public décide, bon, ben dans le fond, je m'en sac là, du gala, il n'aura pas dans 5 ans. Mais si ça se développe d'une façon qui est capable d'encapsuler des choses qu'on comprend probablement même pas encore nous-mêmes, ben là, on va se dire, OK, voici les nouveaux codes qui se font, puis ça va être ça les codes pour un certain temps, ça va se développer jusqu'à ce que la prochaine technologie arrive, qui change encore fondamentalement la façon qu'on transmet de l'information. Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Si t'avais un guess à faire là, tu penses que ça va être quoi? Le VR, le Neuralink? Peut-être quelque chose, ouais, peut-être une espèce de Neuralink, peut-être quelque chose qui va... une espèce de méga agrégateur, mais tu sais, c'est comme, je me sens comme en 1920 en train d'essayer de prédire l'an 2000. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais tu sais, j'ai l'impression que ça va probablement passer par... quelque chose, ça va être encore plus intime. Présentement, qu'on se le dise, les réseaux sociaux, c'est intime. Faut qu'on respecte ça. On est dans le téléphone de la personne. Puis moi, je le sais, je vois les stats. La plupart des gens qui m'écoutent le font la nuit. Alors, ils sont probablement dans leur lit en train de faire du doom scrolling. Puis il faut que je respecte l'état mental dans lequel ils sont. Puis les podcasts, c'est genre, ils mettent les écouteurs collés sur leurs oreilles. Puis ils écoutent ta voix de même. Ça. Puis littéralement, t'es dans leur tête. Exact. T'es littéralement dans leur tête. Tu sais, quelqu'un qui m'a déjà dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit un long commentaire comme, j'écoute tellement d'épisodes de Faits divers depuis quelques jours que la voix que j'entends dans ma tête, c'est ta voix. J'étais comme, comment, c'est quoi qu'on fait avec ça? Mais c'est juste pour illustrer ça. Alors, tu sais, je pense que ça va aller probablement plus dans l'intimité. Moi, je me dis, j'imagine un monde où on va avoir des puces dans notre cerveau puis on va pouvoir communiquer télépathiquement. OK, mais je suis capable de l'imaginer aussi, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Là? Après, on va sur la moralité, là, toi, là, mettons. Ce qu'on veut, c'est sans conséquence.
Ce qu'on veut, c'est sans C'est conséquence. sans conséquence. Si la technologie se développe et elle est plus utile et elle permet aux gens à être plus compétitifs que ceux qui ne l'ont pas, c'est ça que ça va devenir. Mais mettons, toi, là, ton feeling. Moi, je pense que ça va vraiment dépendre de comment on l'utilise. Je veux dire, si je suis capable de télépathiquement voir les photos de bébés du soldat de l'autre côté dans la tranchée, je ne veux pas y tirer dessus. C'est comment les gouvernements vont m'encourager à déshumaniser mon ennemi puis dire que c'est correct de faire tomber des bombes sur des enfants quand je peux immédiatement voir le Mais là, on a résultat déjà une des premières expressions que ça. Je sais pas si tu as vu les articles, les enquêtes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pour faire des targets. En fait, j'ai tellement les anglicistes qui viennent, ça fait longtemps que je fais des podcasts, mais pour mettre pour des bombardements à Gaza complètement. Puis comment il n'y avait pas d'oversight sur à quel point, ou minimalement d'oversight sur quel endroit on allait bombarder, puis à quel point il y a juste des civils qui sont bombardés, même par une intelligence artificielle à 1 degré de séparation où il y a une vérification, mais qui donne une confiance complète à ça. Puis ça donne ça en ce moment. Mais la déshumanisation aussi est faite par la propagande dans les médias. Ouais, ben c'est ça. Alors, tu sais, la façon qu'on... Tu sais, quand je te dis, ça va dépendre de la façon qu'on l'utilise. Si on l'utilise d'une façon qui me permet de développer mon humanité puis mon empathie pour des gens que je ne comprendrais pas autrement, je suis totalement favorable à ça. Mais tu penses pas que si ces puces-là sont à la place... Ça va être extraire plus de valeur puis générer plus de richesse. Ben, je sais pas. On le sait. Mais c'est pas nécessairement parce que si c'est dans les intérêts matériaux, je ne veux pas parler nécessairement d'intérêts financiers parce que la finance c'est juste un reflet des intérêts matériaux. Si c'est dans les intérêts matériaux des gens qui ont le contrôle sur ces choses-là, de les utiliser d'une façon paisible, ben ça va être utilisé d'une façon paisible. Puis ça, je pense que ça va être une bonne chose. Si c'est dans les intérêts matériaux de ces gens-là, de l'utiliser d'une façon néfaste, utiliser ça pour encore plus efficacement pousser de la propagande pour déshumaniser les autres, ça pourrait être ça aussi, ben là, c'est une mauvaise chose. Ultimement, ça va dépendre de qui est en contrôle, c'est quoi leurs intérêts. Mais mettons, Elon Musk qui travaille fort là-dessus là, en ce moment, là, comme c'est quoi les intérêts d'Elon Musk, qui sait, là? C'est générer plus de richesse. Je sais même pas si Elon Musk le sait. Ben, oui. Ben, je pense que ça s'inscrit. Ben, on voit sur Twitter qu'est-ce qu'il tweet, là, comme il y a pas. Ses intérêts sont pas nécessairement cachés à Elon, là, comme il y a une espèce de. Ben, il y a un attachement profond pour l'humanité, mais pour sa version de l'humanité, je pense. Bon, mais tout le monde a un attachement profond pour l'humanité, mais pour sa version de l'humanité. Il n'y a pas grand monde qui se lève le matin en disant comment je peux faire de quoi de mauvais pour l'humanité aujourd'hui. Mais là où les détails comptent, c'est OK, mais c'est quoi que tu considères être bon pour l'humanité? Et puis je dis, bon, j'étudie en philosophie présentement, mais ultimement, je prêche ma patrie, mais ça devient super important d'avoir des gens qui ont ces réflexions-là de façon profonde. Et puis, j'étais ingénieur avant d'être avocat, avant d'être philosophe. Et puis, tu sais, c'est très, très rare un ingénieur qui se pose une question morale sur l'utilisation de ces technologies. Puis il y en a, là. Il y en a évidemment, mais ça ne fait pas partie de la formation. Ah non, pas du tout. Ben, pas de la mienne. T'es allé à l'ETS? Je suis allé à Laval. À Laval, mais à ma connaissance, les autres programmes aussi, il n'y a pas de cours de philosophie de l'ingénieur. Genre, il y a un cours de déontologie, puis ton cours de déontologie est là pour te dire, ben voici comment servir ton client, et puis tu dois t'assurer de la santé et de la sécurité sur un chantier. Il n'y a pas de comme... Je vais te raconter une histoire. J'étais à ma première année en génie, dans un cours de structure où essentiellement il y a un prof qui avait dessiné une poutre à porte-à-faux. Ça, c'est comme un poteau qui a un membre transversal et puis il y a un poids qui pend de ce poteau-là. Puis il faut calculer c'est quoi le moment en termes physiques. Essentiellement, combien de charges, combien de poids on pourrait accrocher à cette chose-là. Et puis, c'est peut-être pas la place pour le faire. Là. On était dans un amphithéâtre avec 200 quelques étudiants. Mais le prof dit alors, comment vous feriez le calcul? Puis moi, je lève la main. Est-ce que des questions? Je lève la main. Je dis oui. À quoi il sert? À quoi ça sert cet assemblage-là? Puis elle me regarde et dit ça sert à tenir une charge. Oui, mais c'est parce que si on va prendre un prisonnier politique, mon calcul va être différent que si on va mettre une balançoire pour un enfant. Wow, le philosophe était déjà là. Ouais, mais sauf que ça fait quelques rires, puis les gens pensaient que j'étais baveux, mais moi, j'avais posé la question de façon sincère en me disant, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis j'ai l'impression que ça, c'est pas quelque chose qui figure beaucoup dans la pensée des gens qui sont très axés développement technologique. Et puis, peut-être qu'il en faudrait.
Ramener la philosophie, l'éthique, la... Je porte encore fièrement mon jonc. Là. Je suis ingénieur. T'es ingénieur en bâtiment? Génie civil. En génie civil. Et puis, j'ai des collègues que je sais, ils le font, mais ils le font parce qu'ils sont des bonnes personnes. Ils le font par humanité. Ils le font pas par formation. Puis, là, je prends une parenthèse qui va sûrement durer longtemps, mais je voulais parler de ça avec toi, puis tu ouvres la porte en parlant de génie civil. Tu viens de la région de Québec. Puis on change de la technologie, à ça, mais on va revenir. Il y a tout ce discours sur la mobilité à Québec. Toi, juste ta réalité personnelle, qu'est-ce que tu penses de la mobilité à Québec? Est-ce qu'il faut un tramway? Est-ce qu'il faut un troisième lien? Est-ce qu'il faut ce genre de choses? C'est des questions longues. Il faut plus de mobilité à Québec. Il faut des transports en commun à Québec. Je crois fondamentalement qu'une société riche, c'est pas une société où tout le monde peut se payer une Lamborghini. C'est une société où tout le monde veut prendre l'autobus ou le train, peu importe c'est quoi. Il en faut. Comment le faire? Ça fait trop longtemps que je suis pas à Québec. J'ai plus le pouls là-dessus. Okay, Est-ce que c'est un tramway? Est-ce que c'est un troisième lien? Est-ce que c'est plus d'autobus? Sincèrement, je suis trop éloigné de ça. Il faudrait que je retourne vivre à Québec pendant 1 an ou 2 avant de pouvoir vraiment me former un avis là-dessus. Mais chaque fois que j'y vais, il faut un auto. À Québec. Et j'aimerais tellement que Québec soit une ville où tu peux avoir un auto, puis tu peux te déplacer en auto, mais tu n'es pas obligé d'avoir un auto parce que il y a beaucoup de gens qui associent l'auto à la liberté de se déplacer. Mais maudit que tu es pas mal plus libre quand tu peux juste savoir, je pars avec mes souliers, puis je vais me rendre là où je veux dans un temps raisonnable. Si je veux prendre un coup avec mes amis, je vais rentrer chez moi, je vais pas être obligé de me demander où est-ce que je stationne mon auto, Est-ce que je suis assez à jeun pour conduire? C'est ça, c'est tellement plus libérant pas être obligé de bâtir tes activités autour de ton automobile que la liberté que t'apporte ton automobile elle-même. Mais j'ai grandi à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans, population 800, genre. Oh my God, tu es sur l'île d'Orléans? Oui, sur l'île d'Orléans. Alors, tu sais, là-bas, contexte complètement différent. En effet, là, un auto... Tu peux pas en faire autrement parce que jamais la population de Sainte-Pétronille va être viable pour un autobus. Alors là, il te faut un auto. Alors, il faut absolument que le contexte reconnaisse que vivre à Montcalm, qui est un secteur très relativement bien desservi par les standards de Québec en transport en commun, c'est une réalité très différente que vivre à Sainte-Pétronille, qui est à une demi-heure de Québec environ. Et puis, tu sais, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens qui, quand on leur parle de transport structurant, eux autres, ils disent, ben ouais, mais pendant ce temps-là, moi, j'ai encore besoin d'utiliser mon auto. Puis ils ont besoin d'utiliser leur auto. Puis ça aussi, il faut le reconnaître, ça rentre dans la discussion. Un équilibre entre les deux qui reconnaît qu'il y a une place aux deux, je pense que ça, c'est bien. C'est dans la perspective parce que, tu sais, maintenant, on parlait d'Elon comme Tesla, les voitures électriques. Moi, j'habite à Montréal, genre, imaginez un monde où est-ce que tout le parc automobile, c'est des voitures électriques dans ma tête. S'il n'y a pas une avancée technologique majeure sur comment on recharge ces voitures, c'est impossible. Parce que je pense pas que... Puis maintenant, on a notre grid, je sais pas c'est quoi notre terme en français pour la grid, genre électrique. Là. Le réseau électrique. Le réseau électrique serait capable de soutenir ça, mettons, dans des quartiers comme le Plateau, comme Villeray, comme que sur toute la rue, il va y avoir des bornes où est-ce qu'il y a des... Je vois pas comme que ce soit possible de faire ça. Nonobstant ça, juste l'aménagement urbain n'est pas capable de le prendre. Si demain matin, à Montréal, il n'y a plus d'autobus, il n'y a plus de métro, mais tout le monde a son auto électrique zéro polluante et puis on a un système électrique qui est capable de 100% gérer tout ça. C'est quand même pas vivable, Montréal. Ouais, non, je parle pas d'enlever le transport en commun, mais je parle dans la perspective où il y a le transport en commun puis il y a juste des voitures électriques. Mettons, parce qu'ils veulent arrêter d'en vendre en 2030. 2030 arrive plus vite que quand on a dit ça, mettons, en 2015. Mais genre, je vois pas comme un monde où est-ce que ça arrive. Je trouve que ça embarque, ça nourrit plus les climato-sceptiques qu'autre chose d'avoir des buts comme ça qui sont comme facilement pas, genre on peut facilement montrer qu'ils sont pas atteignables. Comme on veut un parc immobilier électrique, on veut une filière batterie, on veut contribuer à ça. Puis là t'es comme moi, mais ton plan il tient pas. Comme je trouve qu'on n'aide pas les gens à vraiment comme faire comme non les changements climatiques, l'adaptation au changement climatique qui est comme encore plus importante maintenant que juste comme combattre les changements climatiques. C'est quelque chose qu'on prend avec sérieux puis réalisme quand on est comme ah ouais juste acheter une voiture électrique on va vous donner une subvention vous faites bien pour la planète genre je pense que c'est pas comme réaliste c'est des questions qui sont complexes puis les questions complexes ont rarement des solutions simples. Ouais, exact. Pour la personne qui vit à Sainte-Pétronille de l'île d'Orléans la solution pour cette personne-là c'est un auto électrique. Exact. Pour quelqu'un qui habite à Montcalm, la solution pour cette personne-là, c'est peut-être un tramway, c'est peut-être des systèmes d'autobus qui sont plus robustes, mieux développés, c'est peut-être le vélo, c'est peut-être tout ça.
C'est peut-être un mélange de tout ça. C'est peut-être qu'on va avoir des pistes de ski de fond, tu sais, je sais pas. Pourquoi pas rêver? Mais tu sais, je pense pas qu'il y a... la réponse, ça peut pas être « il nous faut plus de transport structurant », point final. Le transport structurant est une partie importante de ça. Définition de transport structurant, on l'entend beaucoup dans les médias. Transport, ça veut dire un ensemble de transports en commun qui permet des déplacements collectifs selon des trajets qui sont préétablis. Alors, essentiellement, ça veut dire que tu sors de chez toi à pied, tu peux te rendre n'importe où sans être obligé d'avoir un auto. Okay. Alors, ça peut aller jusqu'à des pistes cyclables. Là. Des gens qui vont dire ça, c'est autre chose, ça, c'est le transport actif, peut-être. Encore moi, je suis pas urbaniste. Mais... ça peut, puis je veux dire, Montréal vit quelque chose de très similaire. Il y a plein de gens, puis ça le fait très bien. Il y a plein de gens qui partent de chez eux en auto, qui arrivent à quelque part où ils stationnent leur auto, ils prennent le train, ils arrivent, leur train leur arrête à une station de métro, puis ils prennent le métro pour le reste du temps. C'est un peu long, c'est pas super le fun, mais pour des gens, c'est ça une solution. Ouais, mais je pense que la polarisation autour de cet enjeu est très comme présente sur Internet, mais je me demande, ça je te demandais, mais j'avoue que dans le fond, je te demandais à la pire personne. Parce que ça fait 7 ans que je vis plus là. C'est ça, j'étais comme, il vient de Québec. Ouais. Parce que moi, historiquement, j'ai plus le droit de parler des enjeux de mobilité à Québec parce que j'étais comme, pourquoi construire le 3e lien et mettre le métro gratuit à Montréal? J'ai dit ça sur Internet. Ouais, ben, je suis pas sûr que c'est une solution pour Québec, le métro gratuit à Montréal. Ouais, mais j'étais comme c'est ça que je ressentais à ce moment-là. Fait que je sais que, genre, moi, je suis comme dans cette espèce de démarche sur Internet de dire genre qu'est-ce que je feel sur un sujet au lieu de comme mon raisonnement pas dans les documentaires mettons mais dans les vidéos de commentaires ou sur Twitter ou whatever. C'est quoi mon feeling. Puis c'est quoi ton rapport au feeling? Parce que tu te présentes pas comme ça sur Internet. Est-ce que des fois, t'es comme très cette approche pragmatique, on va analyser, décortiquer, mais tu parles jamais de qu'est-ce que tu ressens par rapport à un sujet, genre sur Internet? Ou pas jamais ou rarement? C'est rare. Je pense que des fois, ça transpire. Puis j'essaie pas de m'en cacher non plus. Je vois pas ça comme quelque chose de mal, je vois pas ça comme quelque chose de pas légitime, mais je vois plus ça comme quelque chose dans le genre, ben, pourquoi les gens s'en crissent de mon feeling? Je suis qui, moi? Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça la grosse question. Personne n'est personne. Il faut juste du monde, ils deviennent le porte-étendard du feeling des autres ou le feeling qu'ils sont pas d'accord. Fait que là, c'est ça la game un peu de l'Internet aussi. Mais c'est parce que ça, j'ai tellement l'impression que ça contribue à la polarisation puis au mal quand tu fais juste dire ta conclusion. Moi, mon feeling, c'est non. Moi, mon feeling, c'est oui. Tu peux avoir une discussion entre deux personnes quand ils font juste parler de leur feeling. Tu peux pas avoir un débat d'idées quand tu fais juste dire, ben, moi, mon feeling, c'est ça, toi, ton feeling, c'est ça. Il faut avoir une discussion plus profonde sur l'analyse. C'est quoi les prémices de base? Est-ce qu'on a la même trame factuelle? Est-ce qu'on part des mêmes faits? Est-ce qu'après ça, à partir des mêmes faits, est-ce qu'on les développe de la même façon? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs fondamentales, axiomatiques? Si on n'est pas capable d'avoir ça comme discussion, tout ce qu'on a, c'est deux personnes qui disent ben, « moi, je suis pas d'accord, moi, je suis pas d'accord ». On n'a pas de discussion sociale. Tout ce qu'on peut faire après ça, c'est se crier après. C'est pas utile. Ben c'est ça, parce que toi, ta présence sur Internet, elle s'inscrit dans une espèce de devoir citoyen de redonner qu'est-ce que la société t'a dit. T'as nommé ça plusieurs fois. Oui, c'est très certainement... les motivations de tout le monde sont multiples, là, mais ça, c'est ma motivation principale. L'État québécois a dépensé une fortune à me former la tête. J'en suis très conscient, j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis si ça peut faire partie du retour sur investissement de l'État québécois, de ce que je fais là, dans ce contexte-là, je pense que j'ai le devoir moral de le faire. Parce que je pense que quand je comprends là, l'analyse, puis aussi dans mes vidéos de commentaires, il y a cette partie où tu sais, le monde parle de ta neutralité parce que tu expliques des enjeux avant de donner, mettons, ta position, ton raisonnement. Puis le fait que tu passes du temps à expliquer, ça devient la source d'information des gens. Les gens, ils me demandaient tout le temps, ah, tes vidéos, c'est quoi? C'est mon opinion en tant que telle, mais pour arriver à mon opinion, il faut que tu expliques plein de layers de contexte. Fait que le monde, comment leur relation avec ton contenu, c'est que oui, ils vont prendre ton opinion, mais ils vont prendre ton explication aussi pour comme forme de nouvelle en tant que telle. Même si tu dis que tu fais pas les nouvelles, le fait que tu as passé du temps à l'expliquer, puis le monde, la relation, tu sais, le monde, j'utilise tes vidéos pour suivre l'actualité, mais c'est comme, ça devrait pas être ça, mais vu que dans ma vidéo, je veux dire mon opinion sur l'actualité, j'explique qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, le monde, la relation qui est outre ma démarche ou whatever, ça devient comme, c'est ma forme d'actualité. Mais je pense que le détacher de qu'est-ce que tu ressens sur quelque chose, ça fait en sorte que c'est pas comme... Je pense que c'est important de savoir les feelings des gens sur les choses qui parlent, qu'on met de l'avant. Ben, tu sais, toi, c'est aussi dans la démarche, ça qui parle à Radio-Canada, c'est que tu gagnes pas ta vie avec ça. Non, c'est ça. Moi, c'est un hobby, là. C'est 5% ça. De ma vie. Là. C'est 5%. Mais tu trouves pas que c'est comme important? Moi, je sais, comme je trouve que, mettons ta vidéo sur qu'est-ce qui se passe en Palestine,
comment qu'elle commence, tu la commences en disant des petites parcelles de gens ont commencé à acheter des terres des gens juifs, mettons un peu partout d'Europe ou whatever, d'Afrique du Nord, ont commencé à acheter des terres en terre coloniale Palestine qui appartenait à l'Empire britannique, mais de dire ça juste comme ça, sans contexte, ça le détache du fait à qui il achetait la terre. Il l'achetait pas aux gens qui étaient là-bas, là, il l'achetait dans une structure qui était la structure de l'Empire britannique. Ouais. Fait que ça s'inscrit dans un effort de colonisation. Ils n'ont pas acheté des terres, ils ont colonisé des terres. Genre. Tu comprends? Ben, mais tu le dis pas dans la vidéo. Genre. Ben, c'est pour ça que je commence la vidéo en disant que ceci ne va pas être une explication complète. Et je veux dire, je reçois beaucoup de commentaires. Je ne veux pas faire l'erreur des deux barres là, parce que c'est pas une bonne façon de voir la chose. Je reçois beaucoup de commentaires de gens qui disent t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Je le sais. J'ai commencé mon vidéo en disant que ceci n'allait pas être une explication complète. Alors, je suis d'accord que je l'ai pas dit. Puis il y a plein d'autres choses que j'ai pas dit. Mais quand on est dans le contexte où ce qui se passe en ce moment, quelque chose de comme des crimes littéralement contre l'humanité à Gaza en ce moment, commencer sa vidéo avec ce détachement-là où est-ce que je vais juste essayer de vulgariser, vous expliquer, puis dans la prémisse de la vidéo, t'enlèves que c'est genre de la colonisation qui s'est passée par ces personnes-là. C'est assez clair qu'on est dans un contexte colonial. Je le dis dans la vidéo, qu'on est dans un contexte de gestion par l'Empire britannique, que ça s'appelle la Palestine mandataire. C'est vraiment cette phrase-là que j'identifie, que tu dis, ils arrivent, ils ont commencé à acheter des terres. Tu comprends? Fait que c'est comme, ça implique qu'il y a cette espèce de rapport de, c'est légitime, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un achat, on associe l'achat à la prise de possession légitime de quelque chose. Tu comprends? Si on achète quelque chose dans notre société, on est comme, c'est maintenant à toi, tu l'as pris dans le cadre de choses qu'on est tous d'accord, c'est ton achat, c'est à toi. Mais c'est pas ça que c'est passé, parce que ces terres-là étaient administrées par des gens qui étaient à la fin de comme l'ère coloniale. Tu sais, comme si c'était arrivé un peu plus tard, il y aurait sûrement eu la décolonisation de la Palestine, comme plus tard, ce serait devenu un État, puis là, après, il y aurait eu la création de l'État. Tu sais, comme c'est juste le moment de l'histoire dans lequel c'est arrivé, juste après, il y a eu l'émancipation de plein de peuples, puis le démantèlement de ces empires-là. C'est juste comment, à ce moment-là, que c'est arrivé. Mais tu sais, comme moi, ma position est claire, c'est aussi là-dessus, comme sur Internet, c'est comme, moi, je suis pour l'émancipation du peuple palestinien, comme au complet, puis ça veut pas dire comme la destruction de comme, tu sais, je pense qu'on est rendu trop loin dans l'histoire pour comme faire en sorte que comme, il va plus avoir de peuple juif en terre palestinienne, mais comme une refonte de qu'est-ce qu'est l'État de la Palestine pour inclure ces choses-là, puis que ce soit pas des citoyens de seconde classe, puis toutes ces choses-là qu'on peut faire en sorte, mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que, mais si dans la vidéo, tu disais, moi, tu sais, ta position, mettons là-dessus, c'est quoi? Je souhaite sincèrement la fin la plus rapide aux hostilités. Je pense que n'importe qui fait tomber des bombes sur des enfants n'est pas de mon côté. Je pense que n'importe qui s'en prend à des civils n'est pas de mon côté. Puis je pense qu'il faut absolument mettre fin à ça. Là. Puis, OK, fair enough. Mais dans la vidéo, pourquoi pas le dire, genre? Parce que après ça, si je commence en disant ça, ben quelqu'un va me demander, ben ouais, mais pourquoi t'as pas parlé de ce qui a mené au colonialisme? Puis je veux dire, le pourquoi t'as pas parlé de, ça peut remonter jusqu'à l'exode des premiers humains de la Nil. C'est ça, il faut commencer à quelque part. J'ai fait le vidéo à la fin 2023. Je me suis dit, je vais commencer en 1923. Ça va faire 100 ans d'histoire. J'ai mis la ligne là. Mais c'est ça, puis c'est pour ça, on revient à autre chose, c'est qu'en détachant, qu'est-ce qu'on ressent des gens? Je comprends que c'est important de faire mon feeling, on s'en calisse, mais après, c'est peut-être là qu'on disait, genre, comment on utilise Internet. Moi, je pense que c'est important de savoir comment les gens qui nous disent des choses filent à propos de ce qu'ils disent. C'est une petite forme de transparence qui est comme ancrée dans l'Internet. Ben, tu vois, là, je pense qu'on a peut-être une approche axiomatique différente. Moi, je crois pas que c'est... Je crois que savoir c'est quoi des billets potentiels d'une personne, c'est important. Mais moi, je fais pas des vidéos dans le but de faire la promotion de mon feeling. Ce que je veux, c'est... D'abord, je veux participer à la création d'une culture citoyenne où on peut se parler, où c'est normalisé, avoir une démarche analytique complète avant d'arriver à des conclusions. Moi, c'est ça mon objectif. Je suis pas là pour dire mon feeling, c'est ça. Je suis pas là pour... Mon but, c'est jamais de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Tu sais, souvent, on me demande est-ce que tu as perdu ton temps à faire tes études en génie? Tu penses pas qu'il y a une cause qui est bonne qu'il faut atteindre? Tu penses que le bon, c'est complètement subjectif? Non, il y a un bon. Je pense que, je veux dire, là, on peut rentrer dans la philosophie de c'est quoi le bien, là. Mais moi, je fais pas du travail sur les réseaux sociaux dans le but
de pousser un agenda. Ouais, dans le but de pousser mon agenda. Mon agenda sur les réseaux sociaux, c'est de promouvoir d'abord une culture citoyenne active et puis après ça, de participer Mais c'est quoi à la une culture citoyenne active? Ça veut dire des choses comme s'informer, des choses comme... Mais s'informer pourquoi? Parce que, fondamentalement, on est tous responsables du fonctionnement de notre société. Puis souvent, on peut en faire une certaine délégation. On en délègue beaucoup à des institutions étatiques, à des politiciens, à plein de choses. Mais ça, c'est une délégation de pouvoir qu'on ne peut jamais voir de façon complète. On en reste toujours responsable. Et puis, je pense que pour être pleinement capable de vivre sa responsabilité, il faut avoir une compréhension minimale. Et puis, il faut avoir des instincts citoyens qui sont aussi minimalement développés de façon à ce que tout le monde puisse faire une espèce de petit check, à pouvoir penser de façon critique à ce que des politiciens nous disent, à ce que des pouvoirs institutionnels, financiers, culturels, peu importe, nous disent aussi. Et puis, je crois que j'ai une façon de le faire. Ouais, mais pour penser à ces choses, tu sais, c'est individuel. Genre c'est pour ça que le feeling, c'est très genre individuel puis subjectif, puis tout, mais toutes ces choses-là, analyser l'actualité puis tout, oui, il faut avoir les outils pour faire ça, mais à la fin, notre perception de ça va être basée sur qu'est-ce qu'on ressent sur les choses. Fait que je pense, tu sais, c'est le mot que tu utilises, axiomatique, c'est comme notre approche axiomatique est différente. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que notre point de départ, de raisonnement est pas tout à fait le même. Puis ça, c'est correct, mais il faut être capable de l'identifier parce qu'après ça nous permet de le parler. Ça nous permet de se parler entre nous, de se reconnaître, elle est là, notre différence. Moi, je crois que le feeling, en philosophie, on appelle ça une intuition, que le rôle du feeling, c'est d'être un certain guide, c'est comme une boussole, mais c'est pas une carte. Alors, des fois, tu sais, ta boussole va te dire qu'il faut aller au nord, mais ta carte va te dire, ouais, mais attention, tu as quelque chose en route, faut que tu fasses un détour. Puis la capacité, justement, de faire ces détours-là, ça, c'est le rôle du sens critique, de la capacité d'analyse. Et puis, je pense que moi, mon rôle, c'est plus de développer ça. Et puis, j'y reviens, ça c'est quelque chose que certainement a été beaucoup développé dans mes formations d'ingénieur. Quand tu fais un problème de génie, tu commences au début, en haut de ta feuille, tu dis voici tous les faits. Puis là, tu nommes tous tes faits, toutes tes variables. Telle chose, ça pèse telle affaire. Puis après ça, tu as le milieu de ta feuille, tu fais ton développement où tu montres chacun de tes calculs pour après ça arriver à la fin. Ça, c'est juste une ligne, tu dis et la réponse est tel montant. C'est essentiellement ça que j'essaie de faire dans mes vidéos. Je commence, la première partie de mes vidéos, c'est généralement des faits. Puis la majorité du vidéo, quand je fais une analyse du genre, c'est mon processus de raisonnement étape par étape où j'espère que les gens sont capables de suivre. Et puis, s'ils arrivent à un point où ils ne sont pas d'accord avec mon raisonnement, ils peuvent l'identifier. Ils peuvent dire, OK, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, généralement, j'essaie d'arrêter juste avant la dernière ligne. Parce que si vous avez bien suivi mon raisonnement, cette dernière ligne-là, elle devrait être apparente. Et puis, si j'ai mal fait mon travail, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ça s'inscrit dans le... Tu sais, tout le monde utilise le mot cynisme aussi, mais comment cette approche-là, je trouve... Oui, c'est peut-être... Puis tu sais, j'écoutais un podcast, le gars, il t'a défini comme le remède au cynisme, comme. Je sais pas si ça, c'est... Moi, j'ai déjà entendu ça, je me souviens pas c'est mais... Puis je trouve que c'est... c'est les engagés publics. Les engagés publics, shout-out. Mais je trouve que ça fait un peu le contraire parce que c'est comme... Juste comme c'est l'exercice de l'analyse puis tout, mais juste en vain, genre juste comme il n'y a pas de... Puis après, ça, c'est moi qui est plus comme vocal à propos de ce que je ressens politiquement. Mettons qu'il y a quelqu'un qui est assis ici, toi tu dis, moi je suis pour la libération de la Palestine, puis la personne ici dit, moi je suis pour Israël. Vous faites quoi après? Est-ce que c'est la fin de votre discussion? Non, je l'ai fait. J'ai fait cet exercice avec Jean-François Lisée. Lui est pour l'interdiction de signes religieux des enseignants. Moi, je suis contre. On a eu cette discussion comment là. Puis mais après, on a juste fini par let's agree to disagree. Genre, tu comprends? On s'est pas comme convaincu. C'est pas entre ces deux individus qui va jouer. C'est comme comment tu vas appeal aux masses. Puis je pense que les masses parlent mieux à travers les feelings qu'à travers l'analyse. Moi, je pense qu'il y a une alliance nécessaire entre les deux. Oui, for sure. Non, mais je dis que mes feelings reposent pas juste sur... Tu sais, il y a une recherche puis une analyse qui est faite de ma part, mais à la fin, comment tu vas les broadcasts dans le monde, ça va être par des formules courtes puis qui appellent aux émotions. Je pense que c'est comme ça que la politique, ça fonctionne bien aussi. Tu vois, moi, j'essaie de faire qu'on se distance de ça le plus possible. Tu penses que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Je pense que développer une culture de ça, c'est entièrement possible. C'est du travail. C'est développer une culture. J'ai aucunement la prétention de croire que je vais faire tout seul. Absolument pas. Mais si je peux participer à faire la promotion d'une culture où les gens arrêtent et disent, attends, là, je vais y penser. Puis je vais y penser d'une façon
structuré, puis je vais essayer de développer mon feeling, il vient de où? Je me sens, j'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas ça? Qu'est-ce que j'aime pas de ça? Comment on pourrait arriver à un compromis qui écarte la chose que j'aime pas, mais qui garde la chose que toi t'aimes? Mais pour ça, il faut être capable de faire une décortication. Il faut être capable de séparer les éléments. Il faut être capable de trouver le point qui fait mal. Puis ça, c'est difficile à faire quand tu te fies juste au feeling. Non, mais c'est sûr que j'advocate pas pour genre juste on se fie au feeling, mais je trouve que ça doit prendre une partie aussi importante comme dans les discours, dans les médias. Faut les reconnaître parce que aussi, qu'est-ce qui arrive quand on les... c'est que... Attends, comment dire? Là, tu vois, on cook, comme qu'on dit. Là, on est en train de... Je pense que faut faire attention avec ça parce que quand on fait juste des appels au feeling, ça fait en sorte que, comme tu dis, ça amène à la polarisation. Puis là, c'est comme un côté, c'est le good, l'autre côté, c'est le evil. Puis je pense que certains enjeux où est-ce que c'est à propos comme d'avoir cette vision, puis pas les individus, mais comme les idées, genre, je pense, comme, tu sais, comme le sionisme, mettons, on prend comme exemple. Je pense que c'est pas comme une idée qui est comme... Je vois pas de bon dedans, tu comprends? Mais je reconnais que oui, les Juifs ont le droit d'avoir leur État comme souverain puis avoir leurs choses. Est-ce que ça devrait être en terre de Palestine? Est-ce que ça aurait pu être dans l'Allemagne qui venait de littéralement faire un génocide sur eux? Qui sait? Mais c'est parce que ce courant a été développé sur bâtir non seulement une terre juive, mais une terre juive en Palestine. Ça n'a pas été bâti juste pour une terre juive, mais après c'est vendu comme « Ah non, mais les Juifs veulent juste leur pays. » Mais attends, pourquoi j'arrive à tout ça? Je réfléchis à ce que tu dis. Mais moi, c'est ça. Je pense que ton contenu, il est bon, puis il est important, mais des fois, j'aimerais plus de comme Farnell qui est comme, yo, moi, genre, je ressens ça, genre, à propos de ça. Moi, et t'es pas le premier à me le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est quoi ton opinion? Mon feeling... Puis c'est quoi, t'as comme un malaise à le dire? C'est pas que j'ai un malaise, c'est que je vois pas la valeur. Je vois pas la valeur de moi qui partage mon feeling. Au début, for sure, mais quand t'as une certaine notoriété, comme pis c'est des gens... Encore moins dans ce cas-là. Non, encore plus, selon moi. Moi, je crois pas. Moi, je vois pas la valeur de mon feeling. Je pense que c'est important d'en parler s'il y a la possibilité de biais. Parce qu'il y a des biais, mais il y a les choix éditoriaux qui sont faits dans quel sujet tu vas couvrir, si on veut t'inscrire comme politiquement, tu sais, comme moi, je t'ai entendu dans d'autres... Tu sais, comme j'aurais tendance à croire que, tu sais, ça dit t'es un college liberal, t'es comme quelqu'un de gauche, j'imagine. Non, je dis college liberal parce que c'est une joke. C'est la joke. Ouais, là, je m'assume pleinement, là. Littéralement, je suis un college, on peut pas s'en sortir. Mais... T'as habité aux États-Unis, fait que, tu sais, comme, littéralement, quand t'arrives au Québec, c'est plus à gauche que... Tu sais, je pense que le Québec... Tu sais, les États-Unis, c'est pas un monolithe, là. Ouais, l'État de New York. Je veux dire, New York, il y a des pubs dans le subway de New York sur les droits des travailleurs écrits en espagnol. Mais c'est les réalités linguistiques qui sont différentes. C'est pas juste les réalités linguistiques. Je veux dire, la ville a payé pour informer en espagnol des droits des travailleurs. Je pense pas qu'on aurait ça ici. Ouais, parce que nous, on a perdu sur les plaines. C'est ce qui est arrivé. Mais tu vois, ça, c'est un autre bonne affaire parce que sur ton take sur la souveraineté que j'ai écouté à plusieurs endroits pour me préparer de ça, si tu présentez-moi un projet qui fonctionne, puis je vais peut-être y aller. Ouais, je suis pas plus. Mais tu vois, ça, c'est comme... Moi, la souveraineté, parce que je suis pas là pour prétendre que je connais toutes les nuances de la saine gestion d'un État ou comment le Québec serait... Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à étudier comme les systèmes économiques puis tout. Même ces gens-là le savent pas. Hein? Ouais, exact. Fait que c'est ça, je vais pas faire... Mais mon feeling en tant que Québécois, c'est que le Québec devrait être un pays, genre. C'est la continuité de l'histoire du Québec. Je pense que dans l'histoire du Québec, c'est, à un moment donné, elle n'a même pas encore recommencé parce qu'on n'a pas encore commencé notre histoire en tant que pays. Genre, je pense ça. Tu comprends? Mais toi, t'es comme, mais présentez-moi un projet qui fonctionne, puis je vais être pour. Mais ça, c'est détaché que tu ressens pas que, comme, être un pays a une valeur là-dedans qui est, comme, symbolique puis importante à reconnaître. Puis je trouve que tu fais ce détachement-là dans ton contenu, dans tes apparitions publiques. Puis je me demande si il est sincère ou il est calculé, genre. Ben, je pense que, tu sais, quand on parle de décortiquer, puis où est-ce que le sentiment, il est où? Un pays, une nation puis un État, c'est trois choses différentes. Et puis souvent, on a tendance à les amalgamer ensemble parce que le modèle dominant en Occident, c'est la nation État-pays. Tout la même chose. Je me sens profondément québécois en premier. Mon identité sociale, elle est québécoise. Est-ce que ça veut dire que je crois que le Québec devrait être une nation État-pays? Ben, je veux dire, je pense pas qu'un Allemand a besoin de se sentir italien pour comprendre la valeur potentielle de l'Union européenne. Mais ça, c'est un niveau de nuance qui est difficile à faire avancer. Mais l'exemple de l'Union européenne, c'est comme... Moi, mais
l'Allemagne, oui, ils sont dans l'Union européenne, mais ils ont encore une certaine souveraineté qui est qui dépasse vraiment celle du Québec. Puis après, il y a des gens qui s'ostinent là-dessus en Europe. Là. Ben, je veux dire, c'est là que ça devient intéressant de parler, par exemple, d'expliquer comment la Constitution canadienne est supposée fonctionner. Et puis, il y a entre la façon que le Canada fonctionne politiquement maintenant et puis la façon que la Constitution canadienne est conçue, il y a un océan de différence. Comment ça? Ben parce qu'entre autres, les questions de propriété et de droits civils sont supposées être entièrement limitées aux provinces. L'administration des hôpitaux, entièrement limitée aux provinces. La Constitution dit pouvoir exclusif des provinces à l'administration des hôpitaux. Pourquoi on a Santé Canada? La santé, c'est pas juste les hôpitaux. Peut-être un exemple un peu extrême, mais ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, à mesure que les gens ne connaissent pas leur fondement constitutionnel, ne comprennent pas, puis comment tu peux comprendre quelque chose que tu connais pas, puis après ça, comment tu peux avoir comme valeur de protéger quelque chose que tu connais pas et que tu comprends pas. Les gens ont permis les politiciens fédéraux à venir s'ingérer dans les choses que la Constitution avait pourtant garanties aux provinces. Ce qui fait que là, tu as deux paliers de gouvernement différents qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, qui se chicanent pour quelque chose que la Constitution disait pourtant, t'es pas supposé le faire. Mais parce que les gens le savent pas, ils permettent leurs politiciens de le faire, ce qui cause des chicanes. Mais Santé Canada, c'est pas plus comme des espèces de droits... Les transferts en santé, disons. Ouais. Pourquoi le gouvernement du Canada taxe les Québécois pour ensuite redonner de l'argent au système de santé? Mais pourquoi la réelle politique, la raison qu'ils le font, c'est parce que c'est politiquement populaire. Pourquoi c'est politiquement populaire? Parce que les gens ne comprennent pas comment le Canada, constitutionnellement, est supposé fonctionner. Si on avait une culture où tout le monde comprend comment la Constitution canadienne est supposée fonctionner, ces chicanes-là, on les aurait réglées il y a bien longtemps. On ne serait pas pogné là-dedans. Alors, je reviens à dire, c'est quoi la différence entre le feeling et moi, ce que je fais? Ben, si il y a 50 ans, il y a 60 ans, on avait eu une culture citoyenne qui aurait dit au gouvernement... Mais c'était dénoncé dans ce temps-là, puis même Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il est venu sur ma chaîne... Mais c'est pas grave, t'as 8 politiciens qui dénoncent, on s'en fout. Si les gens votent pas en conséquence de ça, si la culture citoyenne n'est pas là, c'est pas grave que Paul Saint-Pierre Plamondon se déchire la chemise. Ça vaut rien, parce que les gens votent pas en conséquence de ça. Alors, elle est où la valeur? Elle est là. Tu dis, là, il y a un problème présentement. Je suis d'accord qu'il y a un problème présentement dans la Fédération canadienne, mais ce problème-là, il vient largement du fait qu'il y a 50 ans, 60 ans, on n'avait pas la culture citoyenne suffisamment développée pour comprendre comment la Constitution canadienne était supposée fonctionner. On a demandé, on a permis à des politiciens de dépasser les limites qui étaient implicites à l'intérieur de la Constitution. La Cour suprême a fait une interprétation un peu libérale des droits du gouvernement fédéral qui nous mène aujourd'hui au chicanes qu'on a. Il y a vraiment des décisions là-dessus sur le doublement des pouvoirs. C'est des décisions très claires sur le pouvoir de dépenser, entre autres. C'est le pouvoir de dépenser, ça veut dire, dans la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral a le droit de récolter de l'impôt comme il veut et dépenser comme il veut. Alors, la Cour suprême a interprété ça pour dire le gouvernement fédéral a le droit de taxer tous les citoyens et puis après ça a le droit de seulement remettre l'argent aux gouvernements provinciaux si les gouvernements provinciaux vont le dépenser comme le gouvernement fédéral les impose, leur demande. Alors, ça veut dire que le gouvernement fédéral, par exemple, peut dire vous devez administrer vos hôpitaux de cette façon-là. Puis si vous le faites pas, fine, c'est correct, c'est votre juridiction, c'est votre droit, mais on va juste retenir votre argent. On a taxé vos citoyens. C'est une décision de la Cour suprême du Canada. C'est une décision de la Cour suprême qui ont dit que ça, c'est correct. T'es en train de faire le cas pour les souverainistes. Non, je suis en train de faire le cas pour la façon que la Constitution canadienne est supposée fonctionner. C'est que le Canada, actuellement, dans sa réalité politique, s'est développé d'une façon qui, je pense, divague beaucoup de c'était quoi l'intention, la façon constitutionnelle que le Canada est conçu. Mais la raison que cette divagation-là, c'était qu'on n'avait pas une culture citoyenne qui valorisait, qui comprenait le fonctionnement. Mais est-ce que c'est même réaliste de penser que, tu sais, comme... Là, il y a beaucoup de gens dans le public qui sont full éduqués, full capables d'avoir d'analyse critique, mais tu sais, il y a des recensements ou des études sur comme le niveau d'alphabétisation de la population, tu as parlé de ça aussi, la quantité de temps libre que les gens ont dans le système dans lequel on vit, qui fait en sorte que comme, est-ce qu'ils ont vraiment le temps? Est-ce que c'est réaliste de faire comme, faut éduquer tout le monde, puis éduquer c'est comme un pire mot, mais faut aspirer à avoir une masse citoyenne qui est full
aware de tout ce qui se passe pour pouvoir avoir un regard critique sur comment on enforce la Constitution canadienne. Mais ça, c'est une question de choix sociaux, je pense. On fait le choix social, par exemple, de valoriser le français. Et puis, on fait le choix social intentionnellement de développer une culture qui valorise le français. Je pense que c'est une super belle chose. Mais si on est capable de faire un choix social de valoriser le français, pourquoi on n'est pas capable de faire le choix social de valoriser l'engagement citoyen? Pourquoi on n'est pas capable de faire le choix social de valoriser la connaissance de la Constitution? Mais parce qu'il faut qu'on soit des mindless consumers. Ouais, peut-être. Et puis, puis là, alors on revient à pourquoi je fais ce que je fais, parce que moi, je crois que c'est important qu'on ait une culture citoyenne qui valorise ces choses-là. Puis je pense que la meilleure façon de le faire, c'est juste d'en parler. C'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, faire le raisonnement, démontrer le processus. Puis je veux dire, l'État québécois a dépensé une fortune à me former la tête. Là. J'en suis super conscient. Alors, si ça peut être ça ma contribution, je pense que j'aurais fait ma part de ce que je pouvais. Puis, je pense que ça paraît comme si, tu sais, j'ai juste... Genre, j'adore ta démarche puis ton contenu, là, comme c'est informatif pour moi, là, comme je l'écoute et que t'es cortiqué mais c'est juste la critique ou mon observation, c'est vraiment ça, c'est plus personnel à moi sur comment, des fois, je suis comme, Farnell, dis-moi quelque chose, prends un take, s'il vous plaît, là, genre, mais, tu sais, quand tu l'as fait sur la culture, c'était le fun, genre, puis tu sais, je pense que ta vidéo qui t'a mis un peu, tu sais, je me demande à ça aussi, est-ce que... Tu sais, maintenant, tu as commencé à cross-post sur Twitter. Avant, est-ce que tu as tout le temps fait? Ça fait pas très longtemps que je le fais. J'ai commencé il y a moins d'1 an, je pense. Avant, j'étais pas vraiment présent sur Twitter avant. Puis parce qu'on était à une époque de... Sur X, pardon. Non, ici, c'est Twitter. Okay, ici, c'est Twitter, parfait. Mais on était à une époque de la culture médiatique sur les réseaux sociaux où est-ce qu'une pièce de contenu est postable sur toutes les plateformes en même temps, puis est optimisée pour toutes ces plateformes-là, parce que même Twitter aussi essaye de migrer vers le contenu médiatique, les photos, les vidéos, Instagram, les Reels, YouTube Shorts, tout. Fait que ça fait en sorte que, mettons, le contenu que tu produis, il est optimisé pour toutes les plateformes. Puis, mettons, quand tu as fait ta vidéo sur les prêts islamiques, ou tu as trouvé un autre mot pour ça qui était quand même bon. Comment tu l'avais appelé dans la vidéo? Du financement alternatif à la propriété. Ouais, mais c'est parce que je travaillais à New York, là. J'en ai fait des affaires de même, des structures financières de même. C'est pas nouveau. Là. Fait que, je trouve que, à vrai dire, j'ai été critique du gouvernement fédéral de décider d'appeler ça des prêts islamiques. C'est pas des prêts hypothécaires islamiques. À quel point tu penses que des fois les gouvernements en place, puis même pendant la COVID, instrumentalisent comme la guerre culturelle en ligne pour genre juste comme faire du bruit dans la société puis qu'on se chicane? Des fois, j'ai cette impression-là. Des fois, je pense que c'est intentionnel. Dans ce cas particulier-là, j'ai vraiment l'impression que, écoute, le budget, c'est littéralement 500 pages quasiment. Puis c'est un paragraphe. Mais c'est un paragraphe. Quand tu mets dans le budget qu'on va faire des prêts islamiques, je me demande à quel point c'est peut-être intentionnel. Je veux dire, il y a des choses comme ça qui se font intentionnellement. Je pense que cet exemple particulier-là, pour avoir vu un petit peu, à très petite échelle, comment ça fonctionne derrière le rideau de la politique, là, c'est pas des gens c'est pas des super génies, là. C'est des gens qui ils tombent pas du ciel, là. C'est des gens comme nous, puis ils sont débordés, puis des fois, ils sont juste comme, man, j'y ai pas pensé. Je pense que c'est une affaire de même. Mais ça aurait entièrement pu être intentionnel, puis des choses intentionnelles de même, ça se fait aussi. Ça se fait, tu penses que oui, puis ça se fait, puis je pense que oui, ça se fait intentionnellement par des politiciens, parce que ça marche. Puis pourquoi ça marche? Parce qu'on n'a pas une culture citoyenne qui rappelle à l'ordre quand ils le font. Parce que, tu sais, Justin Trudeau... Tu parles du feeling, excuse-moi de te couper, mais tu parles du feeling. Ça, c'est conçu pour attaquer ton feeling. Une affaire de même, ça existe pour attaquer ton feeling. Alors, si, à place de sauter au feeling, on avait un instinct d'analyse avant, ça marcherait pas. Puis il serait pas capable de le faire, puis on aurait une culture collective beaucoup plus saine. Mais attends, juste j'advocate pas pour le feeling uniquement. Je pense juste qu'il est important à prendre en considération. C'est tellement... Oui, c'est important à prendre en considération. Dans le fond, peut-être qu'on est en train de dire la même chose. Exact, je suis pas en train de dire que c'est pas important. Je pense pas qu'il faut tout framer notre vision de ce que je ressens. Ouais. Je pense juste que c'est important de le prendre en considération et de le nommer souvent. Ben, pas souvent, mais de le nommer, genre, selon moi. Ben, ça, oui, c'est important de le nommer. C'est un guide. C'est un guide, mais il faut aussi être très conscient que c'est un guide qui est facile à manipuler. For sure. Et puis, alors, dans le fond, deux côtés de la médaille, moi, je dis, attention... C'est pas mauvais de l'utiliser, mais développons des instincts très robustes de ne pas s'y fier aveuglement. Puis développons un instinct aussi de pas toujours donner notre attention à la chose qui nous donne le plus gros feeling, le plus fort. Ça, je suis totalement d'accord. Et puis ça, c'est parce qu'après ça, quand les politiciens apprennent que ça se fait, ils vont l'utiliser puis ils vont en abuser contre nous. Puis là, on est dans une année électorale américaine, puis il y a quand même une vidéo intéressante qui circulait la semaine dernière. C'était une espèce de manifestation contre manifestation. Je pense que c'était sur qu'est-ce qui se passe sur la Palestine.
Puis des deux côtés de la foule, on chantait « Fuck Joe Biden ». Dans le fond, il y avait un côté qui était « Fuck Joe Biden », puis l'autre côté répondait « Fuck Joe Biden ». Je trouve que c'est comme l'image parfaite. Mais voilà un politicien rassembleur. C'est ça. Exact. Puis toi, t'as été là-bas quand même longtemps. C'est quoi ton pronostic? Mettons, moi, j'ai Trump gagne. Là. Moi, mon call, c'est Trump gagne. J'en ai aucune idée. Ah, mais mettons... Puis j'ai pas de pronostic. J'en fais pas, puis puis c'est pas parce que je veux cacher mes cartes, là, c'est que sincèrement, je le sais pas. Puis ma prédiction, je veux dire, m'a lancé un peu tu penses que Biden va se présenter? Moi, j'ai encore qu'il peut sortir la course. Il est beaucoup trop tard. Il est beaucoup trop tard pour pas qu'il se présente. Moi, ma théorie, c'était qu'il attendait que tenir une primaire soit impossible pour le DNC fasse comme Biden est malade. Total. Non, Gavin Newsom rentre. Non? Non. Ça, je veux dire... je parierais pas une pièce là-dessus à 1000 pour 1. Là. Non, je pense pas que ça va arriver. OK, mais qu'est-ce qu'on fait comme ça dans un monde où est-ce que le président américain est légume, genre? On fait de l'éducation citoyenne? On fait de l'éducation citoyenne. Ben, je veux dire, des méga puissances politiques qui étaient nominalement gérées par un légume, il y en a eu en masse dans l'histoire de l'humanité. Je dis pas que Joe Biden est un légume, mais je dis que même si on adopte la prémisse que Joe Biden est un légume, so what? C'est pas un homme tout seul qui a 24 heures par jour qui gère un pays comme les États-Unis. Fair enough. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est comme il y a ce discours-là dans comme les sur Internet puis juste en géopolitique en général sur genre l'hégémonie américaine est finie, on entre dans une ère multipolaire. T'as amené sur toi la géopolitique, genre qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que l'empire américain s'effondre, l'empire occidental s'effondre puis c'est la Chine qui take over? Moi j'ai 36 ans, ça fait 26 ans à peu près que j'ai une connaissance, une appréciation géopolitique mondiale minimalement limitée. Ça fait 26 ans qu'on dit que la fin de l'Empire américain s'en vient l'année prochaine. Je pense pas que c'est le cas. Vraiment, je comprends pourquoi il y a des biais cognitifs humains importants là-dedans à se dire qu'on est toujours en train de vivre le moment important. Mais non, ça se peut, là. 6 mois avant que le mur de Berlin chute, tout le monde pensait que tout allait super bien en URSS. Ça se peut. Mais à regarder ce qui se passe présentement, je vois pas d'indication particulière que c'est ça qui s'en vient plus qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Ah ouais? Tu penses pas que comme on est à un point important? Comme depuis la guerre en Ukraine, la Chine, la Taïwan, tu penses pas qu'il y a comme une combinaison de facteurs qui font en sorte que les États-Unis vont comme s'overextend? Ouais, moi, je me souviens, en janvier 2020, juste avant la COVID, je suis allé acheter un masque à gaz. Pas pour la COVID, parce que en janvier 2020, tout le monde avait peur que les États-Unis rentrent en guerre avec l'Iran. Hein? Ah, c'est vrai, j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis on s'en souvient même plus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et pourtant, on se disait, ça, c'est une guerre nucléaire qui s'en vient, ça va capoter, ça va péter. On est toujours en train de penser que c'est la fin du monde. Je dis pas que ça va pas arriver, mais je dis qu'on est incapable de prédire c'est vraiment quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va être ça? Peut-être, mais je crois pas que c'est plus probable maintenant que ça l'était en janvier 2020. OK, mais est-ce que tu penses que un pays, tu sais, puis ça, c'est pour revenir aussi à ton entrevue à Radio-Canada que tu as fait à Tout peut arriver, Marie-Louise Arsenault, où est-ce qu'ils sont comme, t'enrichis une compagnie étrangère. J'ai trouvé ça intéressant comment elle a dit ça. C'était un commentaire intéressant, c'était parce que comme si Meta ou genre Twitter, c'était pas des compagnies étrangères. C'est toujours des compagnies, ça. Meta, c'est une compagnie étrangère. Si demain matin, quelqu'un forme un TikTok québécois, je vais être abonné tout de suite, là. Je suis complètement ouvert à ça. À quel point, puis tu sais, moi aussi, tu sais, dans ma tête, de un, les données sont déjà toutes sur Internet, comme mettons les firmes d'investissement, toutes ces compagnies de consultation peuvent acheter des lots de données qui sont déjà dans des package deals de méga données. Comme nos données, on les a déjà toutes données à travers notre digital, genre de notre histoire numérique, là. Fait que je pense pas que comme donner mes données à la Chine, c'est tant important. Genre, moi, je vis déjà avec et je comme il y a plus de 30... Mon téléphone est wiretap. Le Fedboy m'écoute. Des fois, j'y parle. Je suis comme, salut Fedboy. L'enjeu, on le présente comme étant un enjeu de données. Ça fait peut-être partie, mais je suis d'accord. Fondamentalement, là, toutes les données sont achetables. Si la Chine voulait acheter les données de Meta plutôt que les recevoir de TikTok, la Chine pourrait le faire. Je pense pas que l'inquiétude actuelle autour de TikTok est une question de données. C'est plus idéologique. C'est une question de potentiel d'influence. Exact. Et puis, si la crainte que
le gouvernement chinois puisse utiliser une influence potentielle. Puis là, je travaille pas pour TikTok, je sais pas, je connais pas, là. Mais si c'est vrai que le gouvernement de la Chine peut ordonner TikTok à influencer la pensée des gens en tweakant l'algorithme pour présenter un peu plus d'un certain type de contenu, ça, je suis d'accord que ça, c'est quelque chose. Mais présentement, je suis pas dans le secret des yeux. Le DNC peut écrire à Twitter pour leur dire d'enlever les tweets sur l'histoire du laptop à Hunter Biden. Tu sais, c'est comme... Déjà arrivé aux États-Unis. Oui, et ça aussi, en passant, c'est hyper. On devrait vraiment s'inquiéter de ça. Alors, je comprends les questions d'influence. Je pense que qu'une réglementation des réseaux sociaux est nécessaire. Mm-hmm. À quoi ça va ressembler, je ne sais pas. Qui va le faire, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut sincèrement se pencher sur la façon que les réseaux sociaux sont... la façon que les algorithmes sont utilisés, je veux dire, on sait ce que ça fait à notre cerveau, là. C'est pire que la nicotine, ces choses-là. Je pense qu'une réglementation de ces choses-là est entièrement légitime. Et comment ça va se faire, ça, je sais pas. Puis la critique est légitime. Je feed the beast, là. J'y participe, toi aussi. Et c'est une critique qui est légitime et j'ai pas de réponse à ça. Je le reconnais. Il y a un gros astérisque, une grosse question, là. Moi, tu sais, hier, il y a un clip qui est sorti de Anthony Blinken puis Mitt Romney qui font une conférence où ils parlent du PR d'Israël. Puis comment d'habitude, les Israéliens sont bons pour comme le PR. D'habitude, ils sont capables de créer des narratifs. Puis l'explication que Anthony Blinken puis Mitt Romney trouvent, c'est TikTok. Tu comprends? Ils sont comme, le fait que une application comme TikTok met tellement de l'avant le contenu pour la Palestine, fait en sorte qu'Israël perd le PR. C'est intéressant parce que pendant ce temps-là, les créateurs palestiniens disent qu'ils sont toujours en train de se faire bloquer par TikTok. Exact, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que blâmer l'algorithme, c'est comme le nouveau blâmer les médias. Ouais. Mais moi, je pense que ma théorie sur TikTok, pourquoi je suis tout le temps pro TikTok, c'est que on a une lentille américaine sur l'Internet depuis que l'Internet existe. Surtout moi, en tout cas, tu sais, comme je suis arrivé sur Internet, Facebook a été créé, j'avais 10 ans. Je suis sur Facebook à 11 ans. Fait en 2007, ouais, c'est ça. Fait que genre, j'ai pas... quand je suis arrivé sur TikTok, je suis comme, OK, c'est une perspective différente du monde. Je sais pas, c'est une lentille différente sur le monde. Parce que ça vient pas des États-Unis. C'est comme ça que je l'ai vu, genre, moi, à la base. Ouais. Je suis comme, c'est juste une autre façon. Puis il faut être aware de ça quand t'es dessus, I guess. Puis tu sais, c'est déjà arrivé sur mon feed TikTok, j'ai des TikTok random de comme tourisme chinois. Là. Ouais, ça c'est l'algorithme qui teste quelque chose. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va accrocher? Si oui, on va y en montrer plus, sinon il en montrera moins. C'est ça, mais je pense pas que c'est comme vraiment mauvais à l'essence de comme avoir une application chinoise qui est très populaire. Là. Je pense pas que... Moi, en soi, non. Je pense pas nécessairement que c'est un problème non plus. J'ai pas... Encore une fois, je travaille pas pour TikTok, je sais pas comment ça fonctionne, mais de ce que j'en comprends, du petit peu que j'en comprends, il y a quand même beaucoup de protection en place. Il y a beaucoup d'écrans entre l'utilisateur et hypothétiquement le gouvernement de la Chine, mais là-dessus, je sais pas. C'est parce qu'il y a une loi en Chine qui ferait en sorte que il pourrait potentiellement le faire. C'est ça. Ouais. Mais TikTok dit qu'ils le font pas, que surtout le CEO il vient de Singapour, il est pas chinois. Je sais pas si t'as checké un peu les audiences comme qu'il y avait. Ouais, c'était un peu ridicule, là. Senator, I am Singaporean. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je comprends ça, je suis conscient de ça, sauf que la Constitution des États-Unis permet entièrement au Congrès de passer une loi qui nationalise Facebook. C'est ça aussi, en théorie, ça pourrait arriver. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... de quoi que je suis quand même un sujet qui est dans les réseaux sociaux puis qui traite avec l'aspect juridique que je suis quand même avoir ton astuce qui n'est pas encore vraiment parlé au Québec, puis il y a comme l'émergence de ce contenu-là dans le monde du contenu au Québec. C'est toute l'implication de comme la création de contenu, mais avec la famille, puis avec les enfants, puis la monétisation de ça. Ben, c'est drôle, tu sais, au Gala Influence Création, moi j'ai donné le prix famille et parentalité. Exact, c'est ça que je disais, parce que moi je vous regardais le Gala en direct sur Twitch, puis j'ai dit c'est tellement drôle que Farnell présente cette catégorie qui est comme somewhat controversial. Oui, en effet, qui a raison d'être controversé. Tu sais, puis moi qui est comme 36 ans célibataire, je suis peut-être mal placé pour le faire. Quand on parle de la réglementation des réseaux sociaux, je pense que ça c'est un facteur là-dedans. Je pense qu'il faut beaucoup se questionner sur quelle utilisation on permet aux enfants. Mais mettons dans la loi en ce moment, comme est-ce qu'il y a des safeguards, est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de ça, de comme le travail non rémunéré des enfants sur Internet? Il n'y a rien du tout. Parce que c'est déjà juste qualifier ça de travail, c'est tough.
Est-ce que, tu sais, moi qui fais des vidéos, est-ce que je travaille? Puis ça, c'est une question importante, là, parce que je suis à Londres sur un visa étudiant. Donc, en théorie, mon visa ne me permet pas de travailler plus que 20 heures par semaine. Tu le monétises pas. Tu le monétises pas, non, mais l'action que tu fais, aux yeux de la loi, c'est pas du travail, justement, parce que tu le monétises pas, je pense. C'est pas ça la définition du travail. C'est quoi la définition du travail? Si tu veux aller aux États-Unis pour être bénévole dans un événement, tu peux pas. Parce que ça, c'est du travail. Tu enlèves du travail potentiellement rémunérable, même s'il n'est pas rémunéré, par un Américain. C'est intéressant, ça. Alors, tu sais, il y a un néant réglementaire là qui, je pense, qu'il faudrait quand même combler relativement rapidement. Puis toi, ton feeling là-dessus, monétiser, faire des publicités de Pampers avec tes enfants? Shirley Temple était un enfant. Je veux dire, Shirley Temple en a vendu des Pampers. Là. Pas exactement des Pampers, mais je comprends. C'était une actrice, une très jeune actrice au début de l'époque de la télé. Genre. Ah, OK. Ça date pas d'hier, des enfants qui sont dans la création de contenu. Sauf que, je veux dire, mais il y a éventuellement eu un cadre réglementaire. Éventuellement, il y a un cadre réglementaire qui s'est appliqué pour les enfants acteurs. Peut-être qu'il nous faut un cadre réglementaire pour les enfants sur TikTok ou sur Instagram, sur Twitter. Peut-être que c'est ça qu'il nous faut. Mon instinct de base, c'est que je pense que la personne la mieux placée pour agir dans les intérêts d'un enfant, c'est ses parents, pas le gouvernement. Mais dans des cas d'abus ou dans des cas de dérapage, peut-être que ce qu'il nous faut, c'est un cadre, je sais pas. Mais parce qu'il y a eu récemment aux États-Unis beaucoup d'histoires des arrestations / comme interventions sur des enfants qui étaient maltraités, puis que finalement, c'était des grosses familles YouTube full famous, full... puis il y a une des grosses controverses présentement, c'est qu'il y a des parents qui filment leurs enfants à faire des gestes qui paraissent anodins, mais que peuvent avoir un contexte pour certaines personnes qui seraient de nature sexuelle. Et puis, gros malaise là-dessus. Filmer ton enfant qui boit du jus d'orange avec une paille, ben ça, pour quelqu'un de détraqué, c'est du contenu qui a un intérêt potentiellement sexuel. Est-ce que tu es en train de sexualiser ton enfant si tu fais ça? Je sais pas c'est quoi le cadre réglementaire qu'il faut, mais je pense qu'il en faut un. De la même façon qu'il a fallu créer un cadre réglementaire pour les enfants acteurs, pour dire, par exemple, tu peux pas travailler plus que X nombre d'heures par jour parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Tes parents doivent garder un montant en fiducie à ton nom. Ils peuvent pas juste tout dépenser ton argent. Tout ça. On a créé un cadre réglementaire là-dessus. Peut-être qu'il nous faut un cadre réglementaire. Pas peut-être, je crois qu'il nous faut un cadre réglementaire là-dessus pour les enfants sur les réseaux sociaux aussi. Parce que c'est ça, parce que quand tu demandes si c'est du travail, c'est sûr, tu sais, comme mettons, tu filmes, tu t'en vas porter tes enfants à l'école, tu les filmes dans la voiture avec une chanson. C'est pas du travail, mais c'est la nature de comme le contenu qui est généré, puis que les gens aiment suivre, c'est comme ils aiment être immiscés dans le quotidien des gens. Fait que ça fait en sorte que ça n'a pas de l'air a priori du travail. Mais là, c'est la répétition, la constance qui devient comme. Puis c'est comme une des plus grosses chaînes YouTube aux États-Unis, Ryan Toys Review, là, je pense comment ça s'appelle. Lui, il fait juste. Ses parents achètent des jouets, puis lui, il fait juste les reviews, tu sais. A priori, il y a une relation incroyable. Le kid, il reçoit des jouets, mais après, s'il fait ça 3 fois par semaine, 50 semaines par année, c'est du travail, comme, mais il n'y a pas la perception de ça. Fait quoi, c'est intéressant, je sais pas. Là, tu sais, la loi C-18, je sais pas à quel point tu as regardé ça, comme la loi qu'on a passée. Rappelle-moi, c'est laquelle? C'est la mise à jour de la loi sur les télécommunications du gouvernement fédéral. Oui, c'est celle qui permettrait, entre autres, à... C-18, c'est sur les nouvelles en ligne, C-11, c'est la mise à jour de... OK, ouais, c'est ça que C-11, c'est ça qui dit, par exemple, promouvoir du contenu canadien sur les algorithmes, ce genre de choses-là. Ouais, tu sais... T'as pas regardé? J'ai regardé, mais la loi dit essentiellement que le CRTC peut faire de la réglementation là-dessus, puis il dit pas quel genre de réglementation. Il faut que ce soit de la réglementation qui va arriver à certains objectifs de promotion de contenu canadien, tout ça, mais noble en principe, devil's in the details. Exact, c'est les consultations toute cette année pour tout faire ça. Et puis, ça, je veux dire, encore une fois, je pense que le principe est noble. L'exécution, on va voir. J'ai des gros doutes. Parce que ça va être, il va falloir, comme je pense, mais il va falloir être appliqué pour être reconnu comme du Canadian content ou de quoi de même. Puis là, après, ça va être comme est-ce que si tu dis telle chose, tu critiques telle chose, tu vas comme plus être du Canadian content. Moi, ça fait 7 ans que je vis pas au Canada. Est-ce que je suis du Canadian content? Je pense. T'imagines-tu que le gouvernement du Canada déclare que je suis pas Canadien pour les réseaux sociaux? Mais t'es Québécois, puis t'es pour la souveraineté du Canada. Mais moi, ma vraie question, c'est si le vote est devant toi, oui ou non, tu votes non, genre, comme Jean Chrétien, genre? Ben, je regarderai la question.
Québec, pays, oui, non. Québec, pays, oui, non. Présentement, je voterais non. That's crazy. Mais si quelqu'un me propose un projet beaucoup plus complet que juste ça... J'ai une idée, OK? Ouais. Moi, une des pensées que je pense qui est bonne pour la souveraineté, c'est qu'on cherche tout le temps que nos structures bureaucratiques sont rendues trop grosses. Puis que c'est pour ça que, mettons... Ah, là, t'es en train de me décrire un projet, là. Moi, je travaille là-dessus. OK. Non. Puis on est tout le temps comme l'État québécois, le mammouth, toutes nos structures sont rendues trop intenses. Puis je pense qu'une des bonnes choses pour régler ça, ce serait recommencer. Alors, on sac tout à terre puis on part à rien? Non, mais parce que la souveraineté, ça va être le plus gros travail de décentralisation de l'histoire. Mais pourquoi on est obligé de faire la souveraineté avant de faire ce travail-là? Mais parce que, mettons qu'on reprend les pouvoirs qui sont à Ottawa, puis on redistribue des pouvoirs qui sont à Québec aux régions administratives. Il y a ce travail de décentralisation. Tu vois, présentement, ce plan-là, concrètement, montre-moi une constitution québécoise, à quoi ça va avoir de l'air. Dis-moi sur quoi je vote. Puis là, peut-être que je vais voter. Mais c'est là qu'on voit je sais pas si c'est la dichotomie, là, mais comme versus feeling, pragmatisme. Ouais, peut-être. Mais tu sais, moi, je fais l'analogie du bateau assez souvent parce que c'est ça ma position. Genre, le projet de souveraineté le plus crédible politiquement présentement, celui qui est mis de l'avant, moi, mon interprétation, c'est celui du Parti québécois parce que c'est celui qui est le plus clair, certainement. Le Parti québécois dit... embarquer dans notre bateau, puis une fois en haute mer, on va décider ensemble où aller, puis faites-nous confiance, on va décider ensemble. Oui, mais tu vas pouvoir être là à l'Assemblée constituante, là, dire ton pays. Pourquoi décider une fois en haute mer où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi pas décider quand on est sur la rive? C'est l'idée que c'est comme de quoi de viscéral, que le Québec doit être un pays, fait que oui, embarque. Ben, tu vois, alors, si tu sens que c'est viscéralement nécessaire, non seulement avoir une nation, non seulement avoir un État, mais aussi avoir un pays, ces trois choses-là. Mais aussi plus être dans le Canada. Présentement, je regarde la Fédération canadienne et je reconnais qu'il y a des choses qui sont imparfaites dans la Fédération canadienne. Mais entre ça et puis lancer les dés, aller en haute mer avec des gens qui disent « fais-moi confiance ». Mais c'est le fun. C'est le fun si tu as confiance aux gens qui disent « embarque avec moi ». C'est le fun de faire des choses nouvelles. Je veux dire, faisons-le. Ouais. Soyons sur la rive, décidons c'est quoi notre plan de match. C'est le fun de décider ensemble. Décidons. Puis une fois qu'on a un plan de match, là, je vais voter. Mais je pourrais voter oui. Mais c'est pour ça que peut-être que le plan de Québec solidaire te rejoindrait plus de faire une assemblée constituante, établir une constitution, puis après voter là-dessus. Ça, ce serait... Même si tu me demandes demain matin, devrions-nous avoir des consultations publiques sur la création d'une constitution de la République indépendante du Québec? Ça, je vote oui demain matin. Mais je vote pas oui, je donne pas un chèque en blanc au gouvernement à dire « formez l'État que vous voulez ». Absolument pas. Puis ça, je veux dire, je pense que c'est profondément... Ça, c'est un gros manque. Quand on parle de la différence entre le feeling et l'analyse, si t'es capable d'aller chercher l'émotion viscérale, tu dis « Ouais, j'embarque dans ton bateau, man, let's go, c'est super cool, on s'en va. » OK, wow, on s'en va là? Non, ouais! C'est trop tard. C'est pour ça que l'émotion, c'est bien, c'est un bon guide, puis prenons un petit pas de recul. Mais Big, les patriotes se sont fait pendre. Oui. Oui. Je vais te briser à un moment donné, on va avoir une réaction. Je te confirme que les patriotes se sont fait pendre. C'est quoi l'argument que tu fais avec ça? Moi, quand je suis en les chefs patriotes, il y avait des anglophones là-dedans. Là. Ah ouais? Je sais pas. Robert Nelson, c'est un rapper, ça. Robert, OK. La prochaine fois que tu vois Ogden, tu lui demanderas c'était qui Robert Nelson? C'était un des chefs patriotes, qui était un anglophone. Mais il enregistre dans ses studios ici, à la Claire ensemble. Oui, il y avait, parmi les patriotes, il y avait des anglophones. Le mouvement patriote, c'était pas un mouvement anti-anglophone. Ils ont écrit aux États-Unis aussi pour genre comme rejoindre leur effort révolutionnaire. Le mouvement patriote, la raison qu'on choisit patriote, c'est parce que c'était un écho aux Patriots, qui étaient ceux qui ont fait la révolution des États-Unis. L'objectif à long terme du mouvement patriote, c'était que la République du Québec se rejoigne à la République des États-Unis. Est-ce que ça aurait été un bon move, tu penses? On se serait fait... Est-ce qu'on parlerait encore français? La Louisiane? Probablement pas. Je pense pas, non. Je pense que, je veux dire, je me considère un républicain au sens politique du terme, au sens que je crois qu'il ne devrait pas exister d'institution qui a un pouvoir arbitraire sur moi. Puis un pouvoir arbitraire, ça veut dire un pouvoir sur lequel j'ai pas mon mot à dire. Les intentions républicaines des patriotes, je les partage.
Mais c'est un contexte complètement différent. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir 200 ans d'histoire à regarder. Dans le moment, c'était complètement différent. Je ne veux pas condamner qui que ce soit qui essayait de faire quelque chose avec de l'information incomplète, mais je pense que ça aurait été une erreur de joindre aux États-Unis. Mm-hmm. Puis il y a comme une espèce de boom démographique qui a été orchestré par l'Église pour genre faire en sorte que... La revanche de Bercail, oui. C'est ça. Fait que ça a fait... Est-ce que ça serait arrivé, ça, si on était dans les États-Unis? Je sais pas. Peut-être. Je veux dire, c'est un hypothétique super intéressant. Ouais, j'ai une question. Est-ce que tu aurais voté oui en 95 si tu avais 18 ans? Avec la question présentée en 95, j'aurais... c'est intéressant parce que les politiciens du clan du oui eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur qu'est-ce que la question voulait dire. Oui, j'étais ici justement avec Jean-François Lisée, puis la question, ils l'ont faite de la façon la plus bob. Il a expliqué comment on crée la question. L'espèce de fais-moi confiance. Là, à ma lecture de la question, la façon que moi je comprends la question en 95, c'était une demande d'un mandat pour renégocier l'entente constitutionnelle de la Fédération canadienne et la place du Québec. Mm-hmm. Et advenant un échec de cette renégociation-là, la souveraineté. Si c'était ça, vraiment l'intention des politiciens, ils avaient rendu ça clair que c'était ça leur intention, en 95, j'aurais peut-être voté oui. Parce que je crois qu'il faut renégocier la Constitution canadienne. Et puis quand tu es dans une négociation, si l'option de quitter n'est pas là, tu n'es pas en train de négocier, tu es en train de supplier. Alors, c'est pour ça que la souveraineté, c'est une option qui est légitime. Il faut toujours que la souveraineté soit une possibilité. Sinon, on ne va jamais être capable de renégocier notre entente avec le Canada. Et puis, je pense que cette entente-là, il faut la renégocier. Mais présentement, si tu me poses la question, pays, oui, non, c'est beaucoup trop nébuleux, beaucoup trop incertain. Ce serait un chèque en blanc au gouvernement. Ça, je donne imagine pas ça. Aux Olympiques, genre, on aurait comme Bénédicte Mathurin, une équipe de basket, mettons. J'espère que le jour qu'on fait ou qu'on fait pas un pays, ça va pas être pour les baskets aux Olympiques. J'espère qu'on va le faire pour quelque chose d'un peu plus important que ça. Là. Pas que c'est pas important. Non, bro. Mais Lugansdor. Non, mais c'est pas que tu réalises. Je te niaise. Je comprends. Puis ça, je veux aborder parce qu'il y a du légitime dans. Tu me niaises, mais je comprends qu'il y a quand même. Il y a un je comprends ça. Mais quand on parle des questions étatiques, c'est littéralement des questions de vie ou de mort. Tu sais, le gouvernement décide de bouger le budget de la santé de 1%. Il y a 1000 personnes qui crèvent ou qui crèvent pas. C'est ça qui est en jeu. Puis ça, il faut le prendre beaucoup plus au sérieux que l'émotion de dire, man, je veux tellement le drapeau du Québec aux Nations Unies. Ouais, je comprends. Mais et puis lancer les dés avec les vies des gens comme ça, il faut être vraiment sûr de notre coup. Mais c'est pour ça que moi, mon statement, ça a été le Québec devrait être un pays. C'est pas doit être un pays ou va être un pays. C'est juste mon analyse de l'histoire du Québec. C'est que le Québec devrait être un pays. C'est comme, je pense que je stand derrière cette phrase. Est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que, je sais pas, mais je pense que ça devrait l'être, genre, comme mon analyse. Mettons que tout est à refaire, le Canada, ça n'existe pas, puis à place, il y a 10 pays indépendants qui sont les 10 provinces canadiennes. Chacun est un pays complètement autonome. Et quelqu'un propose l'Union européenne de l'Amérique du Nord, qui va s'appeler l'Union canadienne. Est-ce que le Québec devrait joindre à ça? Ben, for sure. Alors, l'idée d'avoir une alliance, une structure étatique qui attache le Québec aux autres provinces canadiennes, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors, on est en train de dire la même chose. Qu'il y ait une entente fédérative quelconque, là, on est peut-être en désaccord. C'est sur quoi qu'est-ce que ça va être sa forme exactement? Bro, c'est juste pour que les Français arrêtent de dire qu'ils sont venus au Canada quand ils viennent à Montréal que je veux la souveraineté. Bon, je veux dire, qu'on mette un affiche, moi de faire le poster moi-même, on va aller le coller à l'aéroport, puis ça va être réglé. Là. Mais, ouais, je me demandais, c'est quoi ton rapport à la notoriété? Vu que t'es à l'extérieur, t'as pas comme vécu ça. C'est vraiment weird. Chaque fois que je reviens au Québec, c'est super bizarre parce que je me fais reconnaître. Puis évidemment, quand j'étais à New York, quand j'étais à Londres, ça arrive zéro. C'est pas entièrement vrai. Quand j'étais à l'école à Londres, il y a quand même des Québécois qui sont là dans le School of Economics. Ça arrive que je me fais reconnaître là, puis ils sont toujours super agréables, super le fun. Mais tu sais, me faire reconnaître, genre, quand je suis dans le tube à Londres, je me fais pas reconnaître comme je me fais reconnaître ici de temps en temps. Je suis pas super famous, là, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive une, 2 fois par semaine. C'est vraiment, vraiment bizarre. C'est bizarre. Je tiens à dire aux gens qui me saluent, là, vous êtes super, ça m'est jamais arrivé d'avoir une expérience négative. Les gens sont respectueux, sont corrects, ça me fait toujours plaisir les saluer, super gentils. C'est juste que moi, je sais pas comment gérer ça. C'est une situation sociale.
que j'ai pas appris. On les apprend comment gérer les situations sociales dès l'enfance. Tu apprends, OK, un étranger, tu lui parles de même, un ami, tu lui parles de même. Ça moi, je l'ai pas, ça. Alors, chaque fois, je suis comme, cool, je suis content, mais je me sens super awkward chaque fois parce que... Je suis sûr que je te donne, il faut que tu aies un protocole. Dans le fond, moi, j'ai développé, il faut que tu aies... Première chose, tu demandes le nom de la personne. Okay. Salut, comment tu t'appelles? Enchanté, tu dis son nom. Là, ça crée comme moi, j'ai développé vraiment un protocole. Tu vois, la première fois que ça m'est arrivé, moi, j'étais avec ma sœur à Québec, puis il y a quelqu'un sur la Grande Allée qui me salue. Puis ma réaction, c'était OK, bye. Puis je suis parti de ma sœur, elle m'a regardé, elle dit t'es donc ben bête. Ouais. Puis j'ai dit, c'est parce que j'étais pris au froid, je savais pas. Ça fait que là, moi, OK, première chose, je me suis dit, bon, c'est un étranger, je lui serre la main, je lui dis bonjour. Si on continue à se parler, là, je vais lui demander son nom. En effet, j'ai un protocole. Mais le fait que je sache, le fait que j'aille comme je sais quoi faire, ça change pas que c'est bizarre pour moi. Tu vas finir par développer un rapport positif à ça parce que c'est quand même incroyable que tu fais des vidéos. Moi, c'est sûr. Au début, moi, j'avais la pression de comme. Ça dépend dans quel contexte aussi. Si tu croises dans le métro puis tu passes, tu t'en vas, c'est pas grave. Mais des fois, quand t'es comme. Pas pogné, mais genre, tu sais que tu vas passer beaucoup de temps avec quelqu'un. C'est comme. Je t'assois à côté de toi dans l'autobus. Ouais, mettons. Puis là, c'est comme. Tu sais, il faut que tu aies, tu sais, comme j'ai comme 4-5 questions. Comment t'as découvert qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Mais après, quand t'enlèves ce stress. Parce que moi, je pensais qu'il fallait que je performe. Genre, tu sais, j'étais plus jeune, mais toi, tu sais, j'avais 21 ans, comme en chaîne YouTube. Fait que là, j'étais comme, il faut qu'il me trouve nice. Genre, tu comprends? Il faut qu'il me trouve drôle, whatever. Fait que ça, c'est wack. Mais maintenant, je suis juste comme, tellement reconnaissant. Tu sais, parce qu'on voit des chiffres sur Internet, puis là, tu vois des gens, tu sais, puis ces gens-là ont des histoires, fait que là, je leur montre qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont pensé de telle chose, puis je préfère, tu sais, souvent, on a l'impression que c'est la personne qui se fait reconnaître qui doit parler, mais non, c'est la personne qui vient de voir, elle a tellement de choses à dire, genre, puis je trouve ça tellement plus intéressant que... Mais tu sais, je veux absolument dire, là, j'ai jamais eu d'expérience négative, puis tu sais, les gens qui pensaient pas que je suis comme... C'est awkward parce que moi, je sais pas, parce que c'est une situation qui est mais bizarre. c'est une quête de notoriété. Moi, ma question, c'est plus, est-ce que qu'est-ce que tu fais en démarche, c'est une quête de notoriété? Genre? Les motivations des gens sont multiples. Ma motivation principale, je pense pas que c'est ça, mais tu sais, on va pas se mentir, là, j'ai décidé de me montrer la face proche de même. J'aurais pu décider de faire du contenu où mon visage est caché. J'aurais pu décider de juste écrire. J'aurais pu décider de dissimuler ma voix, puis je l'ai pas fait. Ma raison principale pour ça, c'est parce que je crois fondamentalement que l'anonymat est pas un gage de responsabilité. C'est beaucoup plus facile de dire de la merde quand t'es anonyme. Ben oui. Alors, en me montrant mon visage, ça me contraint, moi, à prendre ce que je fais au sérieux parce que c'est ma face, c'est mon nom. Ultimement, je mets ma personne garante de la qualité de ce que je fais. Puis c'est pour ça que je tenais à le faire de façon non anonyme. Mais aussi, je veux dire, tous les jours ou presque tous les jours, je décide, je pense qu'il y a 100 000 personnes qui devraient me voir dire ça. Évidemment qu'il y a un aspect d'ego là-dedans, puis j'essaie de le minimiser, j'essaie de le gérer, mais si j'étais pour le nier, je pense que je me ferais mal à moi-même, puis je livrerais quelque chose qui est peut-être moins authentique aux autres. C'est ça. Parce mais que je veux pas être famous. Non? Non. Mais... pourquoi comme pas juste faire du contenu full niché sur des nuances de la loi qui intéresseraient pas grand-chose, puis prendre des sujets d'actualité qui sont comme dans l'actualité, puis les décortiquer de façon comme quand même des fois polarisante, parce que des fois t'as des opinions comme, mettons, quand tu vas parler de prêt islamique sur Twitter est rempli de gens qui détestent l'islam, comme cette vidéo va beaucoup circuler. Genre, il y a une espèce de quête algorithmique aussi là-dedans. Là. Mais parce que c'est pas la notoriété, c'est genre l'éducation citoyenne. C'est ça, mon guide, c'est d'abord, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Pas juste est-ce que j'ai quelque chose à dire, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Est-ce que moi, j'ai quelque chose que je peux ajouter dans le débat public, la discussion publique d'un sujet qui n'est pas déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre qui est en train de le dire mieux que moi ou qui va clairement le dire mieux que moi? S'il y a quelqu'un d'autre, je veux pas juste ajouter du bruit. Alors, première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est est-ce que je me sens en confiance pour me montrer le visage et le nom à parler de ça devant 100 000 personnes, en sachant qu'il y a clairement des gens là-dedans qui vont mieux connaître ça que moi. Alors, si je dis une niaiserie, je vais me faire call out. Ça aussi. Alors, déjà là, ça, c'est un gros filtre. Mais de là, pourquoi je le fais? Parce que si quelque chose passe ces deux filtres-là, c'est que je crois que c'est important. Puis je dis pas ça en disant je crois que mon point de vue est important. Je dis pas ça en disant que je crois que j'ai une mission d'évangéliser, mais je pense que c'est important de participer aux discussions citoyennes. Ouais, je comprends, c'est participer à la discussion citoyenne, mais c'est un peu... c'est ça, genre, c'est comme genre...
c'est ton devoir, dans le fond. C'est comme ça que tu le dis. C'est mon devoir. Oui, c'est un devoir moral. C'est comme un super-héros, genre. Non, c'est pas... T'es Batman. Non, je pense que c'est parce que je pense que c'est un devoir que tous les citoyens ont. Dans mon monde idéal, là, tout le monde fait ce que je fais. Alors, je suis pas famous, parce que dans mon monde idéal, il y a une chorale de gens qui sont en train de faire ça constamment, tout le temps. Et puis, je rêve à ça. Tu rêves où est-ce que tout le monde... Ouais, mais attends, tout le monde, c'est beaucoup de monde. Oui. C'est beaucoup de monde, sont plus que... Oui, puis après ça, le public va décider quelles voix sont importantes dans la chorale et quelles ne sont pas. C'est comme l'Internet offre ça, puis c'est la démocratie directe qui est le meilleur to the top. Mais tu sais, fondamentalement, je crois que non seulement tout le monde peut faire ça, mais que tout le monde a une certaine obligation morale d'y participer. Une obligation morale. Ouais. Fait que tu penses que... Mais ça, c'est comme en contradiction avec comment le système veut qu'on vive nos vies, dans le fond. Parce que c'est comme... Je sais pas ce que tu veux dire par le système exactement. Ben, comme le système... J'allais dire capitaliste, système... Genre juste comment on est incliné ou genre forcé à comme juste focusser sur notre situation financière personnelle, puis le monde qui n'ont pas comme l'argent pour genre juste prendre le temps de comme regarder autour qu'est-ce qui se passe, travailler, essayer de se construire une vie, des relations interpersonnelles satisfaisantes, qui fulfilling, puis genre fonder une famille, ses whatever. enfants. Ouais, je comprends. C'est comme, pour moi le système, c'est comme qui nous met dans cette position-là avec genre devoir travailler pour devoir faire ça, que ça veut dire wager notre temps qu'on a sur Terre à faire des choses en échange de ça, créer de la richesse pour d'autres gens, d'habitude pas de la richesse qui nous appartient. C'est pas beaucoup de gens qui sont entrepreneurs. Fait que c'est comme tout va à l'encontre. Je veux dire, comme dire qu'on a un devoir moral de faire ça, juste qu'on a comme un devoir moral de... Obligation morale, mais on a plusieurs obligations qui sont en compétition tout le temps. Et puis, je veux dire, chaque acteur moral fait ses choix selon ce qu'il croit être la bonne chose pour lui. Évidemment que si tu as à choisir entre faire une vidéo de TikTok où tu t'exprimes sur un sujet d'actualité ou nourrir tes enfants, je pense que ton obligation morale de nourrir tes enfants, pas mal plus important. Évidemment. Mais à l'intérieur du possible, à l'intérieur des ressources... Tout le monde qui peut a l'obligation de le faire. C'est ça. Tout le monde qui est capable de le faire, je pense, devrait le faire. Puis brûlez-vous pas, là. On a tous l'obligation morale de prendre soin de nous aussi. Mais ceux qui ont la capacité de le faire devraient. Puis tu as fait une vidéo récemment, ça, je pense quand même il y a 2-3 jours, sur les commentaires sur Internet. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que moi, comme venant de l'école de YouTube, qui est pas comme TikTok, parce que TikTok, quand tu atteins la viralité, c'est souvent comme d'une shot, une vidéo, oh my god, cette vidéo elle a fait 40 000 views, avant je faisais pas de views. Non. Là, cette vidéo a beaucoup de commentaires. Pour la plupart des gens, ça pop, ils vont faire 5, 6, 7 vidéos qui vont avoir 200-300 000 views, puis là, éventuellement, 200-300 views. Et puis là, ils vont comme, après 2 semaines, 3 semaines de faire des vidéos, ils ont un vidéo que l'algorithme ça va exploser dans l'algorithme. Exact, va avoir 20 000, YouTube, 30 000 views. C'est comme tranquillement, tu bâtis une communauté. Fait que t'es comme... wired, genre sur prendre en compte le input, les commentaires, tu les lis tranquillement. Oh my god, fait que là, tranquillement, tu t'en rends pas compte, mais tu donnes vraiment beaucoup de place aux commentaires sur YouTube. Puis c'est pour ça aussi que je trouve que le fait que ça grandit comme ça, une communauté YouTube, c'est pour ça que dans le monde du marketing ou whatever, une communauté YouTube a plus de valeur qu'une communauté de TikTok. Ouais, définitivement. Parce qu'il y a comme une espèce de... J'ai 66 à peu près 1000 abonnés TikTok. J'en ai 15 000 sur Instagram. Je pense que les 15 000 abonnés sur Instagram, si j'étais pour regarder ça de façon froidement économique, valent plus que les 66 000 sur TikTok. Puis la raison pour ça, c'est que les algorithmes sont différents, les codes sont pas tout à fait les mêmes, ça revient pas tout à fait à la même chose. Ouais. Puis les façons de les rejoindre là, sur une story Instagram, c'est bien plus... Mais ouais, c'est ça, fait que je pense que dans le fond, dans la vidéo, tu disais... Oui, pour pas se faire atteindre par les commentaires négatifs, il faut pas laisser les commentaires positifs aussi nous atteindre. Émotionnellement, ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est quand même une approche intéressante, mais mettons des vidéos où est-ce que tu es mis face à la haine profonde des gens sur certains sujets. Ça vient pas comme t'atteint, t'as créé une espèce de désespoir comme profond. Ça m'atteint, évidemment que ça m'atteint émotionnellement. J'ai fait le vidéo. Souvent, je fais des vidéos du genre où genre, la personne à qui je parle, c'est moi. Ça, je pense que c'était assez évident que le public cible de cette vidéo-là, c'était moi-même. Mais ça vient m'atteindre, oui, c'est clair. Et puis,
ça, quand je dis obligation morale, ça aussi, c'est un facteur là-dedans. Là. Protéger, prenez soin de vous-même. Je sais pas où est-ce que tu as avec la question. Je t'ai posé la question, mais je veux dire... Non, mais je veux juste savoir que comme quand... Parce que je trouve que c'est, oui, crise de détachement quand ça parle de toi, mais quand ça, des gens ont des opinions comme vraiment haineuses sur le sujet que tu adresses, c'est comme, il faut le prendre en considération pour faire comme, wow. Oui. Ben, oui. Puis ça aussi, c'est tough, mais ce qui est tough là-dessus, c'est que c'est super difficile de relativiser. T'sais, si je fais une vidéo où je parle, par exemple, des prêts islamiques, c'est que je le savais d'avance. Là. Je vais avoir des dizaines, peut-être des centaines de commentaires islamophobes. Sauf que, tu sais, quelqu'un qui a... une personne normale qui n'est pas islamophobe va juste pas commenter. Alors, tu sais, pour chaque commentaire de marde, il y a combien de milliers de personnes qui avaient une attitude parfaisement acceptable et normale, mais qui sont invisibles. C'est la façon de relayer. C'est la même façon. Fait que, moi, je vais terminer avec une question, vu que tu es un grand pragmatiste. La théorie unifiée du complot, comme quoi qu'on vit dans une espèce de monde qui veut nous amener à un world government dirigé par le Forum économique mondial, comment qu'on la tackle, genre? Comment que les gens qui pensent que toute la COVID, George Soros, tout est imbriqué ensemble, Alex Jones, tout le kit, là. Comment qu'on fait comme pour genre offrir une solution à ça? Puis pas toute la guerre culturelle, tout mettre dans la grande théorie unifiée du complot. Là. On veut transformer les humains en produits transhumanistes. C'est pour ça qu'on met de l'avant l'identité de genre, qu'on déshumanise tout. Comment qu'on fait? Genre, c'est quoi la solution? Je vais régler l'humanité là. Première chose, je pense qu'il faut reconnaître que c'est dans la nature humaine de chercher une intelligence, une intention derrière ce qui se passe. Alors, à quelque part, je vois le complotisme dans le sens de la croyance qu'il y a un cabal d'hommes en veston-cravate qui fument des cigares à quelque part à Davos qui sont en train de prendre contrôle de la planète. Je vois l'instinct de vouloir croire que ça, c'est vrai, d'être préconçu à croire que ça, c'est... ou prédisposé à croire à ça. Je le vois de la même façon que nos ancêtres primitifs croyaient qu'il y avait des esprits dans les arbres qui faisaient bouger le vent, par exemple. Il y a des esprits dans les arbres. Peut-être. Ou qui se donnaient des raisons qui disait que c'est les dieux qui créent les marées, des choses comme ça. On a un besoin profond humain de trouver de l'intention et de l'intelligence et du planning derrière les choses complètement au hasard qui se passent autour de nos vies parce que c'est un biais cognitif humain. Nos cerveaux se sont développés de cette façon-là. Être capable de trouver une intention, ça te permet de comprendre, ce qui te permet d'éviter le pire. Alors, on a naturellement cette tendance-là. On ne va jamais entièrement s'en débarrasser. Moi-même, la façon que je dirais, la meilleure façon de réussir pour un individu, c'est... Moi, je suis allé travailler pour Wall Street à New York. Là. Les gens qui contrôlent j'ai vu, encore une fois à petite échelle, mais j'ai vu derrière le rideau de la grande finance mondiale. Il n'y a personne qui est en contrôle. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Tout le monde est en train d'essayer de tirer son petit bout d'un espèce de gros système qui est entièrement incontrôlable. Mais tu sais, ça, je peux le dire parce que moi, je l'ai vu. Mais est-ce que les gens vont me croire? Non, parce que moi, je suis un plant de Davos, évidemment. Je travaille pour BlackRock. Je travaille pour BlackRock, c'est ça. C'est le genre de choses que je connais des gens qui travaillent pour BlackRock. C'est sûr, en fait. Ben oui, le bureau de BlackRock était à 10 minutes d'où je travaillais. Là, je le voyais de ma fenêtre. Je le reconnais. Peut-être pas, là, by the way. Non, mais c'est parce que les gens qui ont une prédisposition à croire ça, il n'y a rien que tu peux dire qui va les convaincre autrement parce que c'est une prédisposition pré-rationnelle. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est reconnaître que, de la même façon qu'on a une prédisposition à penser que les belles personnes sont plus intelligentes, on a une prédisposition à penser que tout ce qui se passe est planifié par une intelligence quelque part qui veut peut-être pas nécessairement notre bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est, écoutez, moi, j'ai vu derrière le rideau, là, il n'y a personne qui est en contrôle de ce qui se passe. C'est quand même un bon case. Mais moi, avec, c'est ça que je dis souvent, c'est souvent, on croit que c'est des complots, mais c'est juste des gens qui prennent des décisions. Genre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts très puissants. Ouais, Bohemian Grove, ça existe. C'est comme il y a des sociétés secrètes. Mais même plus loin que là, c'est comme, oui, BlackRock existe. Oui, il y a des intérêts financiers qui ont énormément d'influence sur nos réalités politiques, sur plein de choses comme ça. Puis ces choses-là ont énormément de pouvoir sur le développement politique. Mais il n'est pas
centralisé dans un grand plan. Il existe il y a une grande cacophonie de gens qui sont tous en train d'essayer de tirer le plus possible de ressources dans leur bar. Chrystia Freeland, elle va à Bilderberg à Washington avec Larry Fink puis tous ces gens-là. Ils chillent ensemble là, quand même. Il y a quand même tendance à croire Ben ouais, mais toi puis moi, on chill ensemble. Est-ce qu'on est d'accord sur tout? Non, moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est ça, là. Je veux dire, j'espère que Chrystia Freeland va aller parler à toutes les grandes puissances économiques, politiques, sociales du monde. J'espère. Sinon, à quoi ça sert, notre gouvernement? Il faut qu'il le fasse, mais ça veut pas. C'est pas parce que deux gens parlent ensemble en privé qu'ils sont en train de se faire un complot contre nos intérêts. Ça veut pas dire que c'est pas ça qu'ils sont en train de faire non plus, mais tant qu'on a raison d'être critique du pouvoir, on a aussi raison d'être critique des contre-narratives du pouvoir. Il faut apporter le même sens critique aux contre-narratives qu'on apporte aux narratives. Et puis, je pense que c'est peut-être ça qui manque un peu. Ces gens-là vont se parler, ils vont se parler de leurs intérêts, ils vont peut-être essayer d'arriver à des ententes, des choses comme ça, mais de là à dire que tous les intérêts sont alignés vers un plan central qui est contrôlé par quelqu'un. Qui est anti-humain de dépeupler la planète à travers un vaccin, non? OK, j'aurais essayé tout le monde. En tout cas, puis l'affaire, c'est que je vais dire ça, puis je sais déjà ça va être quoi les commentaires. Là. On le sait tous les deux. Ben oui, puis c'est correct parce qu'il n'y a rien, quelqu'un qui est prédisposé à voir le monde de cette façon-là, il n'y a rien que tu peux lui dire qui va changer son avis. Tout ce que tu peux faire, c'est espérer qu'il prenne conscience lui-même de ses propres biais cognitifs qui sont en train de se passer. Puis l'affaire, c'est que je ne peux pas mettre ma main au feu puis te garantir qu'il n'y a pas ça qui se passe. Parce que je le sais pas. Mais de la même façon que je peux pas te garantir qu'il existe. Est-ce que tu connais le Russell's Teapot? C'est quoi ça? Le Russell, c'est un philosophe qui s'appelait Russell qui disait il y a personne qui peut. Peut-être qu'il existe entre l'orbite de la Terre et de la planète Mars une TR. Peut-être qu'il y a une TR qui est présentement en orbite entre les deux planètes. Si cette chose-là existait, ça serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Ça remettrait entièrement en question tout ce qu'on pense connaître de tout. Et je ne peux pas définitivement prouver qu'elle n'existe pas. Est-ce que je devrais vivre ma vie en croyant qu'elle existe? Je comprends. Je ne peux pas définitivement prouver qu'il n'y a pas effectivement une intelligence secrète cachée de tout le monde qui est tellement bonne à contrôler ce qui se passe qu'on ne le sait pas. Je ne peux pas définitivement prouver que c'est faux. Mais ça me semble tellement improbable de ce que moi j'ai vu que je ne vis pas ma vie en fonction de ça. On va du connu vers l'inconnu plutôt que de l'inconnu vers le connu. Ouais. Puis là, encore une fois, je sais, ça va être quoi les commentaires, puis c'est correct. Mais ma communauté est quand même chill, à moins que ce clip se fasse prendre puis mettre quelque part d'autre. Mais merci pour ton temps. Ça va être le clip où je disais que je connais des gens qui travaillent pour BlackRock. Juste cette phrase-là. Tu connais Larry Fink. C'est toi qui as écrit les ESG. C'est à cause de toi que Disney... J'ai beaucoup travaillé avec le ESG. Ben oui, c'est ça. C'est énorme, le ESG aux États-Unis présentement. Mais Larry Fink back down. Là. Il a dit qu'il voulait pas que... Quand il a créé ça, il pensait pas que ça allait devenir autant politisé, puis il veut back down là, dessus. Il a dit ça récemment. On pourrait parler des heures et des heures de ESG seulement, là, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Puis c'est un sujet. Définition, c'est quoi l'ESG? Environmental and Social Governance. C'est l'idée que les compagnies devraient, de façon volontaire, adopter des pratiques de gouvernance socialement engagées et environnementalement engagées, et que les actionnaires des compagnies devraient exiger ça de leur compagnie. Essentiellement, c'est l'institutionnalisation de l'idée que tu votes avec ton portefeuille. Exact. Alors, si tu es un actionnaire d'une compagnie, tu devrais, par bonté humaine, seulement investir dans des compagnies qui ont des pratiques de gouvernance sociale et environnementalement positives, et que tu devrais utiliser ton pouvoir en tant qu'actionnaire pour exiger que des compagnies agissent de façon environnementalement et socialement positive. Après ça s'est codifié, parce que qu'est-ce que ça veut dire agir de façon positive sur le plan environnemental et social? C'est nébuleux. Il y a des gens qui ont développé un encadrement, un framework là-dessus, et il y a de plus en plus d'institutions économiques qui prennent, on va prendre le framework, puis c'est ça qu'on va appliquer. C'est ça le ESG. Et puis ça a été comme, du moment que ça a été comme... mis dans les médias, passé à travers le cycle des Daily Wire médias. C'est ça. Il y a énormément d'intérêts financiers derrière ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui est encadré par la loi. Alors, ça devient entièrement une question de comment les gens se sentent.
On à vrai dire, on revient à la débat, à la question feeling versus analyse. Si tu peux faire en sorte que les gens ont peur du ESG, ben, il va y avoir moins en moins d'intérêt pour le ESG, ce qui veut dire que les intérêts financiers qui ne sont pas nécessairement alignés à la gouvernance sociale et environnementale vont en tirer un avantage. De l'autre côté, tu peux dire, bon, ben, celui qui contrôle le framework va avoir un énorme pouvoir si ça devient plus populaire. Alors, il y a des gros jeux qui sont en train de se jouer là-dessus, puis il faut en être conscient aussi. Moi, j'ai une question très personnelle pour Finn, parce que je suis juste curieux, genre, t'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu crois en Dieu? Je me suis fait poser cette question-là aux engagés publics aussi. Ah, il t'a posé la question? Oui, il m'a posé la question. Mon observation de l'univers, c'est qu'il me semble plus probable qu'improbable qu'il existe une forme supérieure d'organisation. Ah, c'est tellement une bonne réponse que tu me donnes. Je suis d'accord avec toi. Et que cette forme supérieure d'organisation-là serait extrêmement difficile à connaître, mais à regarder la complexité juste la complexité qu'on connaît de l'univers, ça me semble plus probable qu'improbable qu'il existe quelque chose qu'on pourrait concevoir comme un dieu. Puis souvent, je fais une analogie en disant ton corps à toi est construit de milliards de cellules. Chacune de ces cellules-là, individuellement, est vivante. Elle a une vie autonome des autres cellules autour d'elle. Chaque cellule mange, chaque cellule contribue de façon différente. Elle a son cycle de vie, elle va se diviser, tout ça. Chaque cellule existe en n'ayant aucune compréhension de toi. Chaque cellule a une capacité vraiment, vraiment très limitée d'interagir avec toi dans son ensemble. Est-ce que ça veut dire que tu n'existes pas? Food for thought. Food for thought. Alors moi c'est ça ma réponse. La réponse un peu cheap, ce serait de dire, ben, définis Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu? Mais, non, j'ai pas défini, mais ouais, c'est ce clip qu'ils vont prendre. Ouais, c'est exactement ça. Alors moi, ma solution, ma réponse à ça, c'est que selon ma compréhension de ce que j'ai vu présentement, puis si quelqu'un me présente une information différente, je vais me réviser, mais avec ce que j'ai vu présentement, il me semble plus probable qu'improbable que dans toute la complexité de l'univers, tout existe dans un ordre qu'on pourrait comprendre comme un dieu. T'étais-tu à Montréal pendant l'éclipse? Non, j'étais à Londres. Il n'y avait pas d'éclipse? Il n'y avait pas d'éclipse à Londres. Wow. C'était quand même une expérience mystique, là, l'éclipse. Ben, j'étais là la dernière fois, mais c'était une éclipse partielle. Là. Ouais, moi aussi. C'était en quelle année? J'étais en droit à l'époque, alors ça devait être en 2014-2015 peut-être? C'était pas plus tôt? Non, c'était plus tard que ça. C'était plus tard tard? Que ça. Ça devait être en 2016-2017, je pense. Ah, ok. Parce que moi, je me rappelle une quand j'étais jeune, j'étais allé comment il s'appelle la grosse bâtisse de l'UDM? J'étais allé là, la voir avec mon père. J'étais jeune, je me rappelle pas. Anyway. Mais merci d'avoir checké Fait divers, tout le monde. Merci Farnell pour ton temps. Merci à toi. Et j'ai apprécié ton contenu, continue l'éducation citoyenne, même si on a discuté, c'est pas des critiques, là, j'espère que t'as pas pris ça comme... c'est des critiques, mais c'est correct des critiques. C'était pas hostile. C'était pas hostile, c'était pas comme... Mais j'apprécie, puis j'espère que t'as aimé l'exercice, puis à la prochaine, peut-être éventuellement dans un gala d'influenceurs. Tu partiras le tien, j'irai. Je veux pas faire ça. Non? J'aime juste ça, critiquer les choses. Je suis un hater, en fait. Non, tu créeras l'anti-gala. Tu vas donner les prix pour les pires, tu vas faire le Razzie des influenceurs. Exact. Genre. Mais moi, ça, je disais sur Twitch, je suis comme... Si on veut comme highlight, si j'ai une bonne année de contenu puis on veut la highlight en communauté, on peut faire notre propre shit avec, tu sais, comme, parce que moi je serais genre, tu sais, je stream sur Twitch, fait que genre j'ai comme, toi tu streams sur TikTok, des fois je vois tes streams sur TikTok, tu sais, c'est comme il y a une proximité en direct qui est comme le futur, qui est pas genre, tu sais, tu dis tout le monde devrait faire leur compte TikTok, mais moi je pense qu'à un moment donné, tout le monde va comme streamer, tu sais, tout le monde va être en direct sur Internet, je pense que c'est ça le vrai futur. Ouais. Parce que tu sais, ça commence déjà, le monde sont live sur TikTok, ils streament eux en train de cuisiner les shit McDo. Mais pas cuisiner toi, mais mettons, tu travaillais dans un diner, genre. Ouais, okay. Tu comprends? Puis tu fais juste déposer la cam dans le coin, puis tu fais ton shift. Puis le monde, tu fais en stream, il y a 4000 personnes qui le checkent travailler. Mais c'est ça, il y a comme. C'est vers là que je vois le landscape du content s'en aller. Vers le content qui est comme vraiment zéro produit, mais qui est ancré dans comme la réalité. Genre. C'est ça que le monde aime. Anyway. Mais fait quoi, je sais comment on peut faire notre gala Inner Community, où est-ce que c'était quoi ma meilleure vidéo? C'était quoi la shit la plus stupide que j'ai dit? C'était quoi? Ça, c'est plus le fun avec le monde qui aime qu'est-ce que je fais, que genre juste aller m'habiller beau, puis aller chiller avec du monde, qui veulent vraiment être sur Instagram, puis qui ont payé $300 pour être là, puis que comme, tu peux me tailler, genre, je sais pas, j'ai comme un regard très, genre, fait que c'est juste mon shit, mais je sais pas.
Ça te fait rire. Ben, l'année passée, là, je me souviens, au premier gala, j'étais invité. Je faisais rien, mais parce que je commençais à avoir un peu de reach, elle m'avait invité. Puis je me souviens être allé là d'un point de vue anthropologique. Puis après ben, il dit, OK, ben, dans le fond, c'est comme être au zoo, mais les animaux se prennent en photo eux-mêmes. Wow! Et puis je le dis avec amour, là, puis je pense que tout le monde va comprendre, mais tu sais, j'étais là hier, puis c'était pas mal ça aussi. Là. Puis ça fait juste partie de la game. Ouais, de la game. Fait que là-dessus, ben tout le monde, faites attention à vous. Au revoir. Hey man, merci beaucoup. Ah, super. Bro. C'était parfait. C'était-tu bon? Yeah. Yes. Merci, bro. Merci. J'ai apprécié. Togwall. Togwall. Togwall.